Et on est passé de 300 000 par mois à 12 millions par mois en 3 mois. En dépenses, quoi. En dépenses. C'est quoi le hack pour acheter son billet d'avion pas cher? Alors, désolé, le mardi, le jeudi, la nuit, les cookies, ça, vous oubliez, c'est que des mythes. Donc la maison est déjà payée 3-4 fois, quoi. Mais ça qu'on veut entendre. Ce premier épisode est sponsorisé par Yago. Merci la team d'être intervenue sans avoir même vu l'émission, sans avoir même qui était l'invité, et ça, c'est vraiment de l'amour. Si tu es comme nous, tu sais que l'assurance, c'est chiant. On repousse, c'est flou, c'est long et on n'est jamais sûr de faire le bon choix. Yago, c'est un courtier en ligne qui parle vraiment le langage des entrepreneurs. Ils vont comparer les offres pour toi, un conseiller sera disponible à tout moment et surtout, ils te défendent en cas de sinistre. Fini la paperasse et d'être seul face aux assurances. Résultat, un service noté 4,7 sur 5. Pas de scam ici, moins de stress, des économies et surtout, tu gères tout via la plateforme MyYago. Prends vite rendez-vous sur yago.be. Bienvenue tout le monde, évidemment. merci. On est dans cette nouvelle émission incroyable. On a un invité, Simon Lejeune, qui est incroyable, que je monte du doigt pardon. Merci Simon d'être venu. Ouais, ça fait plaisir. On a un host, mais magnifique, vraiment, le roi du marketing, le roi du business en Belgique, Nicolas Finet, CEO de Sorlist. On est chez toi. Pardon, superlatif pour toi. Yes. On a, c'est une nouvelle émission qu'on lance, hein, on a envie d'aller derrière le marketing, voir ce qui se passe derrière les grosses strates et tout. Oui. On aurait pu commencer par un petit Belge qui démarre. On a décidé de commencer par un petit Belge, mais qui est vraiment au top du game. Il y a deux façons un peu de te présenter. Il y en a une pour dire, c'est que tu n'avais pas 20 ans, que tu avais déjà fait élire ton père bourgmestre. Oui, et puis... je sais pas s'il sera super content d'entendre ça, mais... Évidemment. Ou non, garde ce côté-là. Voilà. Qu'après, tu as déjà dans ta carrière investi 2 millions sur un mime et qu'aujourd'hui, tu offres une maison. Ça, c'est la version Une que le maison à hack. gagner, voilà, ouais. Et ce qu'on peut dire évidemment maintenant, c'est que bon, évidemment, tu es passionné par le marketing Ouais. et que l'Erasmus et l'amour t'a fait migrer vers le Canada, ce qui t'a permis, parce que tu es brillant et parce que c'est le Canada, de très vite travailler pour des grosses licornes canadiennes. Et donc, tu as été le responsable de la croissance chez Hopper et maintenant chez Wealthsimple, qui vaut aujourd'hui 5 milliards, c'est ça un peu? C'est ça, j'ai eu une chance incroyable de pouvoir participer justement à la croissance de ces deux boîtes qui sont les deux startups privées les mieux valorisées au Canada. Et qu'il n'était pas quand tu les as rejoints, ça? C'est ça, à chaque fois je les ai rejoints, on était quand même, je pense, Hopper venait de lever 60 millions à 200-300 millions de valorisation, on est passé à 5. Aujourd'hui, ils sont à 5, un peu dans le post-Covid à essayer de remonter. Et Wealthsimple, ça c'est genre le rocket ship un peu en ce moment au Canada. Donc, on peut dire qu'on a un Belge qui est constructeur de licorne. Exactement, on peut vraiment dire ça. Soyons honnêtes, il n'en pas en avoir deux dans le monde et il est ici avec nous. Il y en a pas mal, hein. Je sais pas si vous Attends, avez je viens de dire qu'il n'y en avait que deux dans le monde, dis pas qu'il n'y en a pas mal, ne casse pas notre émission. C'est Belge fondateur de licorne? Non. Ouais, non. Mais qui d'autre? T'en as un autre Non, mais j'ai vu sur Twitter le nombre de Belges fondateurs de licorne, mais aux États-Unis. Et c'était assez élevé, enfin c'était 15-18, alors je sais pas si c'est dans les cofondateurs ou si ça fait longtemps, mais on s'exporte pas mal, ce qui est un peu dommage. J'espère qu'on peut revenir aussi bien et puis faire rayonner un peu l'écosystème ici, quoi. Trop bien. Et toi Nicolas, c'est grâce à toi qu'on rencontre Simon aujourd'hui. Ouais. C'est toi qui l'as amené, il faut le dire. On peut dire ça. Oh, on peut dire ça. Comment vous êtes connus vous deux? C'était un truc de dingue, c'est début de Sortlist. On va, comme toute startup dans ses priorités, on se dit on va aller à une mission à WEX, on va partir au Canada. Vraiment, tu vois, à refaire le truc, je me dis quelles étaient nos priorités. Et on se retrouve à Montréal dans un event de startup. C'était un truc que la WEX avait organisé. On voit la communauté, quoi. Et puis c'est là qu'il y avait Simon qui venait d'arriver, je pense, chez BuzzBud, ou qui est arrivé à ce moment-là. Ouais. Et puis en fait, on a passé les quelques jours, les soirées après de ce trip-là ensemble. Et puis on a gardé contact. Et de fil en aiguille, tu vois, d'en savoir plus sur comment ça se passait de son côté. Lui venait un peu regarder comment ça se passait ici. Et moi, j'ai eu l'occasion de suivre ça au fur et à mesure et de voir la journey de l'intérieur, ce que je trouvais dingue parce que à chaque fois, je trouve que tu as eu des capacités d'anticiper des nouvelles tendances. Tu vois, par exemple, l'IA, je vais prendre un exemple simple, mais je me rappelle de conversations il y a 5 ans chez Hopper, plus ou moins, où en fait, vous aviez développé vos propres modèles pour créer un maximum de pubs Facebook avec du reporting. Mais ça, c'était pré-IA. Et ça commence seulement à devenir une trend. Et je trouve que c'était un moyen pour moi de voir un peu les trends de l'outre-Atlantique qui arrivent, c'est quoi qui va se passer, etc. Tico, la Simon. Et j'étais vachement bluffé.
Et toi, de ton côté, avoir un point de vue tech belge, c'était un truc que tu n'avais pas vu. Donc, on avait des bonnes conversations. Ouais. Puis, toi, t'étais un marketeur qui travaillait dans l'industrie du marketing aussi. Donc, ça, c'était super intéressant. Ouais. Puis, SEO, SEM, c'était les trucs sur lesquels on a pu connecter pas mal. On a travaillé un tout petit peu ensemble, si tu te souviens. Ouais, c'est vrai qu'on a bossé période ensemble. Où, après Hopper, j'ai lancé ma petite agence. Ouais. Et du coup, j'ai appelé Nico. J'ai dit, est-ce que tu veux pas qu'on se fasse un petit projet ensemble? J'ai essayé de faire des petits mimes pour Shortlist sur Facebook. C'était marrant. Hein. C'était l'époque des Et mimes. les clients n'étaient pas trop chauds. Et ça, avec c'était les un mimes. truc, c'était exceptionnel, parce qu'effectivement, il lançait des mimes. J'étais là, bon, tu sais quoi, ça a l'air de marcher, c'est un fondateur de. Ça devient licorne, on est chaud, Cultural Feed. On a lancé effectivement les memes parfois sur certains types de clients, ça backfire. Et c'était assez marrant. Mais en fait, l'anecdote, c'est qu'on n'a pas travaillé suffisamment longtemps ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la future licorne qui est venue le capturer, qui a racheté l'agence. Et en fait, c'est comme ça qu'il est parti. Et donc, on a bossé ensemble, mais en fait, c'était quelques mois. Quoi. Le temps de trouver. Ce qu'on retient, c'est que vous êtes BFF, qui est un duo qui s'est quand même trouvé de côté de l'Atlantique. Et c'est trop bien. Et donc, raconte, évidemment, tu n'as pas fait marketing au Canada et puis tu es direct chez Hopper. Mais on va quand même commencer par Hopper parce que ta carrière elle est très très longue et on va choisir des moments. Tu arrives chez Hopper et c'est déjà quand même une intensité que tu n'as peut-être pas eu avant. C'est clair, ouais. Mais j'ai toujours eu l'impression à chaque fois où je rejoignais une entreprise, c'est genre, oh my god, ça c'est le top niveau. Oui. Puis tu rejoins quelque chose et à un moment donné, tu rejoins la suivante et tu te rends compte qu'il y a toujours des divisions au-dessus. Et je suis pas encore non plus dans la division 1, je crois. Il y a encore mieux. Mais ouais, chez Hopper, ça jouait fort. Et surtout, BuzzBot, c'était une compagnie canadienne basée à Montréal. Et Hopper, ils avaient des bureaux à Boston, New York. Et des chiffres complètement démentiels à ce moment-là. Oui. On avait levé 60 millions sur, je sais plus, de 300 de valorisation. Et c'était la plus grosse levée historique au Québec à ce moment-là. Yes. Et maintenant, il y a une app d'IA. Fait ça en 4 mois, mais à l'époque, c'était pas mal. Ça restait cool. Et c'était quoi en une phrase, c'était quoi Hopper ? Donc Hopper, c'était une app pour acheter tes billets d'avion. Yeah. Donc tu télécharges, tu pouvais mettre on était les premiers à inventer les price alerts. C'était un peu l'époque du big data et on avait justement sur site des énormes data centers où on avait récolté plein de données de billets d'avion sur les prix et donc on disait aux gens attention, n'achetez pas. Donc ça c'était un peu l'anecdote. Le site, la première app qui dit n'achète surtout pas mon produit. Et en fait ça bâtissait beaucoup plus de confiance. Génie. Puis à un moment donné la notif achète maintenant. Et donc ça marchait pas mal. Ouais. Et ça ressemblait à quoi quand tu rejoins ? C'est quoi l'équipe ? Tu vois, c'est toi l'équipe ? Oui, c'est ça. C'était, moi, je pense que j'étais là. Il y avait déjà quand même une petite équipe de marketing, mais peut-être 2-3 personnes. Il y avait une bonne équipe de com. Ils faisaient pas mal de outreach. Il y avait une bonne équipe de PR. Mais on était les premiers à faire de la publicité pour l'application. Et moi, je passais de BuzzBot, qui était très SEO, SEM, donc Google 100%, à quelque chose qui était application mobile. Et c'est marrant, mais on ne se rend pas compte. Mais à l'époque, acheter un billet d'avion sur son téléphone, il y en a plein qui pensaient que ça ne se ferait jamais. De faire une transaction de plus de 1000 euros sur son téléphone, c'était vu comme un peu fou. Ah oui. Et il y avait seulement peut-être 5 à 10% des transactions de voyage qui se passaient sur mobile. Le fondateur là-bas, il s'est dit, moi, si je vais sur web, que j'essaie de me battre avec Expedia, avec Booking, qui sont les 2 plus gros clients de Google, hein, ils dépensent, à l'époque, c'était 5 milliards chacun par année en pub Google. Maintenant, je pense que Booking est peut-être à 8 ou 10. J'ai plus, c'est le client numéro 1 de Google. C'est Booking, c'est 8 milliards, un truc comme ça. Et donc, nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On ne va pas arriver. Ils ont une équipe de 40. Ils ont chez Google, ils les cajolent un petit peu. Ils ont une équipe de 40 chez Google. Ah ouais, ok. Et donc, nous, on a dit, OK, pas web, mobile. Et donc, marketing d'app mobile, ça, c'était Facebook. Et un peu, justement, l'âge d'or, je pense, de la pub Facebook. Il y avait énormément d'arbitrage à faire. Instagram existait à peine. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc qui ouvrait, on a essayé d'arriver sur les stories sur Instagram pour trouver des nouveaux arbitrages, avoir du bon retour sur investissement, on va dire. Et ce que je trouve dingue là-dedans, c'est que tu es parti du game SEO, SEA, et là, tu étais vraiment sharp. Je me rappelle à l'époque. Là, tu étais vraiment sharp. Non, tu étais déjà sharp. Ah, ok. Déjà sharp. Okay. Et on était vraiment dans un play. Je me rappelle, pour l'anecdote, c'était aujourd'hui, tout le monde fait du digital PR. C'était. Mais toutes les boîtes vont faire des études, elles vont l'envoyer à des journalistes pour avoir des publications, etc. Mais c'est il y a peut-être 10 ans au niveau de BuzzBud. Ouais. Je me rappelle de campagnes que tu as fait dans un objectif SEO, c'était pour avoir des backlinks en gros. Il avait fait les Most Instagrammed Places. Ça, c'était drôle, ouais. Et parce qu'ils vendaient des billets de bus à l'époque.
Et en fait, il avait des liens dans toutes les grosses publications. Ouais, mais quoi. pour la petite anecdote rapide pour cette histoire-là, c'est vrai que c'était un des moments les plus hilarants. Hein, souvent, j'ai l'impression que j'optimise un peu les campagnes où on va se marrer, on va faire le truc qu'on a envie de raconter à ses potes vendredi autour d'une bière. Okay. Et donc là, contenu sur l'autobus, c'est pas terrible. Quoi. Tu peux appeler les journalistes, ouais, merci, voilà. Mais voyage, c'est le truc le plus populaire au monde. Donc, on dit, OK, on va faire du contenu voyage. Et Instagram, il sortait chaque année en décembre The Most Instagrammed Locations et tous les médias reprenaient ça. Mais en fait, le data était un peu public parce qu'avec les hashtags et les localisations, les pins que tu pouvais mettre, tu pouvais voir combien il y avait eu de photos cette année-là. Et donc, on a fait un truc par État américain, le Most Instagrammed Location. On l'a sorti et là, on l'a sorti en novembre, le mois avant que les équipes de Meta sortent leur truc. Les journalistes n'ont pas trop fait la différence. On a eu de la couverture. Ça commence par BuzzFeed, Business Insider, Time. On se faisait appeler dans des radios locales au Kansas. Parce qu'il y avait des trucs un peu bizarres du style. Là, c'était la racetrack, la piste de Formule 1 qui était numéro 1 plutôt qu'un beau monument. Et on a eu tout d'un coup des milliers de liens qui pointait vers notre blog, de toutes ces publications avec une autorité de domaine fort élevée, et tout d'un coup, notre trafic US a monté, quoi. Et après, on essayait de trouver des trucs un peu plus débiles. Tu dois avoir l'article BuzzFeed en tête. Le truc le plus con qu'on a fait, c'est qu'on avait été sur les gas stations, sur les pompes. Donc, ça, c'était avant Covid. Hein. On travaillait avec une agence qui avait un peu des bonnes idées aussi comme ça. C'est pas tout nous. Ils allaient swab les poignées de trucs à essence pour voir il y avait plus de germes là sur ta poignée de porte, et c'est un peu anti-voiture, tu vois, parce qu'on est le bus. Et vous n'allez pas imaginer combien il y avait de microbes sur la pompe à essence, sur le diesel, sur le 98, sur le 95. Incroyable. T'es un journaliste un peu qui veut faire du clic, qui reprend ça, quoi, évidemment. Donc notre job à un moment donné, c'était de créer du contenu clickbait pour être repris. Attends, c'est quand même assez détourné de la mission initiale de vendre des billets de bus. Mais comme quoi, ça peut être marrant le bus, quoi. Voilà, c'est pas obligé tout business, il y a moyen, même si c'est niche, même si c'est, tu vois, il y a moyen de faire un truc. Mais tu vois, ce que je trouve qui est incroyable là-dedans, c'est que tu avais un focus, c'est je veux faire du SEO, j'ai besoin de backlink, et il y va à fond. Il est world class, Champions League Division 1, mais pour moi, c'est Champions League du SEO là. Et qu'après, tu pars de ça. Tu te dis pas, je vais continuer à jouer la Champions League sur du SEO, je vais aller faire ça chez TripAdvisor, Booking. Mais je vais me lancer dans Hopper qui est une mobile app et je vais promouvoir une mobile app et l'emmener numéro 1 du store. Et pour moi, ce que je trouve assez dingue, c'est sortir de la zone de confort et se dire en fait j'y vais from scratch tout. Alors que certains restent dans un track. Je pense que c'est quand même peut-être j'avais pas trop remarqué, tu m'as le fait remarquer, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent se spécialiser dans une niche et devenir. Mais je pense que les meilleurs, en tout cas dans mon équipe en growth, c'est des gens qui sont un peu généralistes, qui touchent un peu à tout. Alors, c'est vrai que tu as une petite période où tu recules parce que tu connais rien. Tu vas un peu à quelques conférences, tu parles aux experts et tu apprends. Mais ce qui était bien entre BuzzBud et Hopper, c'est que c'était du voyage avec un gros inventaire. Et donc, il fallait un petit peu d'automatisation pour pouvoir faire la promotion de tout ton inventaire, soit de billets de bus ou de billets d'avion, soit avec l'API de Google Ads. Et après, on a recréé un peu le Ads Engine, mais avec l'API de Facebook Ads. Donc, il y avait quand même pas mal de similarités. Mais ouais, sur une autre plateforme, quoi. Et quand tu es chez Hopper, je dirais, au top du game, quand tu défonces Instagram avant Instagram, elle ressemble à quoi votre équipe, tu vois? C'est quoi le type de profil, tu vois? Petite équipe et on fait tout nous-mêmes, quoi. Nous, on était trop fiers du nombre de millions qu'on dépensait. Petite équipe, dis-nous un peu, tu vois? On était 4. Voilà. Moi, j'étais là, j'avais Makoto, qui était un peu le junior qui touche à tout. Damien, mon gars plus technique, et peut-être une designer de temps en temps, où ça tournait quand même un petit peu. Et voilà, et c'est trop bien parce que tout le monde saute dans Figma, c'était Sketch à l'époque. On a une idée, on la design, on la sketch, on la met tout de suite dans Facebook Ads, on tourne le volume et 3 heures après, tu sais déjà si tu as du bon click-through rate. Et donc, ça va super vite. Et nous, on était super contents de déployer des budgets de jusqu'à 3, 4, 5 millions sur Facebook en voyage. On était numéro 1 client de Facebook en voyage avec pas beaucoup. Et eux nous donnaient beaucoup de love parce que ils voulaient nous mettre comme case study. On a créé le Dynamic Flight Ads catalogue avec eux parce qu'ils essaient d'attirer les dollars de Booking et Expedia. Et donc, ils nous donnent beaucoup d'incentives aussi à essayer de dépenser sur Facebook. Ça, on le sait pas toujours, mais tu vois, quand tu commences à avoir des budgets, tu peux négocier avec Facebook. Et donc, je me souviens une fois, ils m'ont dit, je travaille avec Richard, mon rep Facebook de Montréal, un mec
trop marrant, trop sympa et tout ça. On s'appelait, on parlait tout sauf de pub. Et il me dit, écoute, bonne stratégie. Q4, il faut que j'atteigne mes chiffres, j'ai besoin de ma promo, je vais aller au Barbade là, avec toute ma famille. Donc, comment tu peux passer, dis-moi, de 300 000 ou de 3 millions à 6 millions? Et je dis, 6 millions, c'est mon budget total à travers tous les autres canaux, et 3 millions, c'est mon budget Facebook. Je ne vais pas éteindre tout le reste. Enfin, il me dit, pourquoi pas? Je dis, je sais pas combien tu me donnes. Yes! Et là, on a fait un deal où il me donnait, je sais plus, 100 à 150 000. Il m'a fait semblant avec un gros chèque comme ça à la fin. Et j'ai turn off tous mes autres channels. J'ai mis tout sur Facebook. J'avais un peu calculé, ok, je vais perdre un peu en efficacité, mais avec le crédit et tout ça. Et alors, en fait, ce que ça a donné, c'est que tous les autres m'ont appelé. Dit Simon, mon rep Snapchat, t'étais pas content quoi. Moi je vais pas pouvoir leurs vacances quoi. Je dis qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est ça a commencé la grosse négo. Et donc le jeu dans l'équipe, c'est ok, on va essayer de faire payer nos salaires juste avec ce qu'on peut négocier en rabais avec nos fournisseurs. Et voilà, en fait oui, le prix apparaît, mais c'est des humains de l'autre côté. Exactement, donc on dit toujours c'est des gros, tu vois. Mais en fait, c'est comme il y a des sales de l'autre côté qui ont des coms, des objectifs, qui ont des trucs. Il faut en jouer, quoi. Mais attention qu'il faut quand même un scale minimum. On parle en millions. C'est plus facile, quoi. Mais il y a un truc qui était exceptionnel dans ce que tu dis, c'est, tu vois, il y a pas mal de boîtes qui disent, qui regardent le revenu par employé. Tu vois, maintenant, c'est les KPI et tout. Et toi, tu parlais, on était fiers du million dépensé par team member. Je trouve ça marrant, quoi. Ça, c'était un peu une autre époque aussi. On était plus dans la dépense, la croissance à tout prix. La EBITDA, on connaissait pas à l'époque. C'est apparu dans les années. C'était les startups avant, quoi. On a 18 mois, 24 EBITDA, mois. Exactement. Dans le petit Larousse. Ne parle surtout pas des EBITDA. Sur un truc je rebondis là-dessus parce que c'est vachement bold, tu vois, de dire ok, je mets tout, j'arrête méta, truc. Donc, je crois qu'il y a un truc qui te caractérise, c'est de prendre des bold moves, d'aller vraiment à fond, d'oser faire ce genre de choses. Ça, c'est un truc que j'ai appris justement chez Hopper. Et ce que je disais souvent, c'est que le premier head of growth d'une compagnie, c'est le cofondateur. C'est le fondateur, c'est toi avec tes potes quand vous avez parti la boîte. Parce que d'office, tu dois faire passer ça de 0 à 1, tu dois tout essayer, etc. À un moment donné, ta boîte grandit assez que tu te dis, ok, moi maintenant, je dois devenir dirigeant de ma boîte. J'ai d'autres responsabilités et tu vas engager quelqu'un d'autre comme moi, qui arrive un peu comme un mercenaire, le couteau entre les dents. Moi, je suis reparti, quoi. Je t'amène de 1 à 10 et de la même manière que tu allais de 0 à 1. Et du coup, tu as une relation privilégiée, tu dois t'inspirer de son style et lui, il te donne plein d'idées parce qu'il a encore envie de faire ton travail. Enfin, tous les jours, moi, j'ai mon CEO dans mes DM, je suis qu'est-ce qu'il m'a pondu, quoi. Il doit aussi partir au Barbade. Et celui de Hopper, il m'avait dit Simon, tu connais le concept maximum local? J'ai dit non. Il dit ok, et donc ça m'a marqué, j'ai gardé ça. Il me dit I hate local maximum, je veux me faire des t-shirts. En gros, il me dit imagine que tu as un bandeau sur les yeux et tu dois trouver le point le plus haut dans l'endroit où tu te situes. Donc là, tu fais un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, sur l'autre côté. S'il y a un point plus haut, tu y vas. Tu vois, et tu répètes ça jusqu'à ce que tu arrives à un moment où tous les autres points sont plus bas. Là, tu dis super, j'arrive au sommet. Tu enlèves ton bandeau et tu es sur une petite colline, mais là, tu regardes. Il y a une montagne qui est de l'autre côté. Mais vu que tu as fait des trop petits pas dans tous les sens, tu n'as pas pu trouver cet autre sommet à gravir, on va dire. Et ça m'a marqué parce que ça veut dire un peu, c'est un peu contre le A/B test et l'optimisation locale, où on va changer ci, on va changer ça, changer la couleur d'un bouton, on va jouer un peu avec ton prix. Alors que lui, il voulait tout le temps qu'on aille dans des trucs complètement différents. Donc, il pouvait arriver, il disait les gars, ce mois-ci, pas de pub. Genre, quoi, pas de pub, enfin, je peux pas tout fermer, pas de pub et je veux la même croissance. Là, il nous poussait un peu dans. Mais tu vois, ça nous faisait réfléchir. À un moment donné, il nous a séparés dans des bureaux différents. Il voulait plus qu'on se parle. Et chacun Mais non! C'est lui, les hôtels, toi, tes flights, c'est fini. Maintenant, vous êtes un peu en concurrence parce qu'on voulait chacun voler un peu le trafic de l'autre. Et l'app est devenue une espèce de gruyère avec plein de pubs où on essaie de faire détourner le trafic avec des pop-up. Non, acheter l'hôtel. Non, achète l'avion. Enfin. Et du coup, je pense que ça m'a un peu marqué. Aujourd'hui, quand j'arrive, on fait des pubs Facebook, on fait des pubs Google, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi, et trouver des idées un peu champ gauche. Mais ça, tu vois, il y a le truc où on dit si tu fais la même chose que tout le monde, tu vas devenir tout le monde. Et c'est un peu tu fais average thing, tu deviens average. Tu dirais que pour monter des licornes et avoir ce type de croissance, tu es obligé d'être bold et en fait, ça fait partie du process. Quand je réfléchis à aller chercher de la croissance à un moment donné, c'est difficile, mais c'est accessible
Mais ce qui est très difficile, c'est comment dépasser les plafonds. À un moment donné, tu dis Facebook fonctionne bien, Google fonctionne bien, ok, ça monte, puis tu plafonnes. Et là, il y a plein de startups qui fonctionnent très bien, puis qui un jour plafonnent. Et là, c'est d'essayer de retrouver une autre, justement, colline à gravir, une autre manière de grandir qui est très difficile et qui n'est pas, c'est pas des recettes qui sont toutes faites. Par contre, moi, je suis pas... J'aime bien penser que je suis quand même assez créatif, mais je ne suis pas non plus toujours original. C'est-à-dire que les gens me disent, mais comment tu as pensé à ça? Je suis oh, puis après, en fait, les autres le font aux États-Unis, hein, j'ai rien inventé. Je pense que 90% de mes idées, c'est des trucs qui sont qui marchaient ou qui existent spoté. ailleurs. Et un truc intéressant parfois que j'essaie de donner comme conseil aux gens, c'est premièrement, regarde tes concurrents plus gros, regarde tes concurrents aux États-Unis qui sont quelques années d'avance, et puis après, regarde les dinosaures dans ton industrie, et regarde dans l'histoire, parce qu'eux ont grandi à un moment donné. Par exemple, moi, au Canada, les Big Five banks, j'adore regarder comment elles ont démarré, pourquoi. Et alors, on a fait une stratégie où on donne des iPhones à nos clients pour qu'ils ramènent des dollars dans les comptes. Ça marche super bien, on est tout excités. Après, je fais un peu de recherche. Dans les années 50, ils donnaient des toasters, des grippins. Yes. Et il y avait des catalogues entiers. Tu pouvais choisir ton appliance pour ouvrir ton compte de banque. Et c'était sur un flyer qu'ils allaient distribuer. Et tu sais ce qu'on avait nous en Belgique? Comment? Tu sais ce qu'on avait en Belgique nous? Qu'est-ce qu'on avait? Un fucking ballon. Un ballon de foot? Pourquoi c'est toujours la mouise chez nous? Ah ouais. Moi, je me rappelle toujours que ma femme en parle encore maintenant. Ses grands-parents lui avaient ouvert un compte parce qu'elle les tannait, parce qu'elle voulait avoir le ballon qu'elle voyait dans le truc. Tu vois le niveau de les enfants, quoi, évidemment, tu vois. Moi, j'adore. Donc, chaque truc. C'est un peu le truc qu'on pense pas, mais par exemple, Basic Fit, le business est construit sur le sac à dos gratuit, quoi. Enfin, Yes. Et c'est ça, c'est une succession d'idées. Enfin, ça, on parle des incentives de manière générale. Oui. Et l'autre truc, c'est d'aller chercher de l'inspiration dans l'histoire. Moi, j'adore les podcasts. Je sais pas si vous connaissez Acquired. L'histoire de Costco, l'histoire de Walmart. Ouais. Il y a Founders aussi, tu vois. Voilà. Ah oui, Founders. Et ça, c'est super inspirant. Tu vas chercher des idées dans des industries complètement différentes. Tu essaies de transposer à la tienne. Et parfois, ça marche. Par exemple, Costco, ils ont le hot dog à 1,50$ que Ikea a peut-être repris un peu avec ses boulettes. Yes. Après, tu peux réfléchir, ok, c'est quoi mon hot dog à 1,50$ dans mon entreprise? Et donc, c'est comme ça que tu peux aller chercher des nouvelles idées créatives, créer des nouvelles stratégies de croissance. Trop bien. Oh, pardon. Non, vas-y. J'aimerais qu'on parle un peu de tes hacks, justement. On garde les iPhone AirPods pour un peu plus tard, parce que ça, c'est vraiment... Il y a un podcast là-dessus, hein, je veux dire, il y a un podcast là-dessus. Mais d'abord, dans le voyage, ce que tu as fait, tu vois, chez Booking, tu disais avant l'émission que les influenceurs, par exemple, c'est super. Ouais. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir les droits d'image d'influenceurs pour après booster. Est-ce que tu m'as pu expliquer comment tu disais que les influenceurs, tu vois, c'est ça, mais là, on dépensait quand même pas mal sur nos pubs qui étaient prends un billet d'avion de Bruxelles à Barcelone, dès qu'on détectait un deal, paf, on faisait une pub, 9€, clic, voilà. Puis à un moment donné, c'était le début de TikTok, et on commence à avoir des spikes de download qu'on essaie de retracer d'où elles viennent. Là, une fille sur TikTok avait dit « Ah, utilisez cette application ». Tu vois, au début, ils se mettaient sur le fond d'écran, regardez, voici comment l'utiliser. Oui. Là, 5000 downloads, pas mal. Puis, on se dit, bah attends, écris-lui, demande-lui si on peut lui racheter la vidéo. Donc, on rachète la vidéo, on lui donne 1000€, elle est trop contente parce qu'elle avait fait ça gratuitement. Et là, on a dépensé, je sais pas, plusieurs millions dessus parce que le cost per install. Voilà. Et là, c'est là c'était un peu le tout début du UGC. Ouais. Et tu réalises que tu ne dois pas faire de la pub, tu dois faire du contenu que les gens sont déjà en train de consommer pour ne pas qu'ils aient l'impression de voir une pub. Ouais. Tout ça a mené au fait qu'après, on avait une opération d'influenceur où principalement, on allait chercher pas mal des filles du Bachelor aux États-Unis qui. Ça, c'était super bonne, mais c'est normal. Leur métier, c'est d'être super bon sur les réseaux sociaux. Et donc, après, on prenait ce contenu-là, on poussait en pub. Yes. Et la suite un peu poussée de ça, c'est qu'après, tu te dis, mais qu'est-ce qui a encore plus d'engagement que les influenceurs? Et à ce moment-là, c'était un peu beaucoup de mimes, encore aujourd'hui. Ouais. Et il y avait des screenshots de conversations iMessage ou des screenshots de tweets qui étaient repostés sur Insta. Et là, on se dit, bah, pourquoi pas, hein, on essaye. Et là, ça a parti une espèce de ride de 6 mois où notre travail, c'est de trouver les mimes les plus débiles qui allaient avoir le plus d'engagement. Yes. Et il y avait tellement d'engagement que Facebook te fait ton CPM drop. Évidemment, c'est pas une pub qui
qui pas nécessairement ton produit, tu dois quand même le plugger. Ouais. Can't believe my flight, hopper, nanana, this guy did this on the flight. Ouais. Et puis après, ta pub, ton app est quand même à un clic. Et donc là, on avait des installs super pas chers. Mais donc là, par exemple, tu mettais des... C'était quoi ton budget à un moment mime, tu vois Je pense qu'on était à plusieurs millions par mois sur Facebook. Et donc, oui, j'ai dépensé. Et on a fait pas mal de mimes avec Wealthsimple aussi au début. On appelait ça tout le temps la salade ad. Et ça, c'est vraiment con, mais... en fait, tu regardes... Il y a une recette quand même, parce que moi, je suis pas non plus le gars qui invente les meilleurs mimes. Sinon, je ferais juste ça parce que c'est trop marrant. Et là, ce que je faisais, j'allais sur Twitter. Ça marche encore, cette technique, si vous voulez le faire. Tu prends un mot-clé de ton industrie, par exemple flight. Tu filtres par les tweets qui ont reçu plus de 100 000 likes, plus de 50 000 retweets. Et en général, c'est des mimes. Et tu commences à voir la recette, c'est une petite phrase, tout en minuscule, une petite faute d'orthographe, et trop marrant, qui existe 5 fois parce qu'il y a déjà des gens qui les copient. Ouais. Et là, tu peux reprendre le format, le créer dans ton Figma. Moi, j'avais tous les templates des faux posts Instagram, faux Snap, faux tout. Et où est-ce que je veux en dire? Ok, la salade ad, un format qui marchait super bien, c'était les photos de ton receipt, quand tu vas acheter quelque chose, de ton ticket de caisse. Parce que les gens sont très voyeurs. Tout ce qui est une conversation Messenger, screenshoté, un ticket de caisse, qu'est-ce qu'il est acheté. Et là, c'était un truc, pas de noix, pas d'allergie, nanana. Donc les gens avaient des commentaires à dire sur tous les trucs. Pas de pourboire, là, aux États-Unis. Pas de pourboire et tout. Et c'était un faux tweet. C'était genre, ma salade m'a coûté plus cher qu'une action de Air Canada, avec un screenshot de notre app, avec l'app, le stock de Air Canada, qui était un peu un meme stock à l'époque. Et les gens, ils ont explosé, ils se lâchaient sur Air Canada, sur la salade. Nous, ça nous faisait des downloads à $2. Les gens disaient, ça a l'air cool, je peux acheter des actions. On a dépensé plusieurs millions sur la salade ad. Et l'équipe de Brand était genre là, mais qu'est-ce qu'ils fait encore? Qu'est-ce qu'ils font avec notre marque? C'est qu'en fait, tu vois, comment tu réagis dans une org comme ça, bon, tu dois faire des idées un peu punchy, quoi. T'es avec le CEO en direct, c'est ça qui t'aide, parce que tu vois, le design, ils doivent péter un câble, le brand, les autres, ils se disent, ok, moi j'essaie de faire un produit qui est nickel avec un beau design, et le mec il me sort un meme, mais au final, après, j'étais comme, ok, mais ça c'est votre ressenti qu'on est en train d'abîmer la perception. Faisons un test. On va montrer cette pub. Enfin, sur Facebook, tu peux faire des brand lift studies. 1 million de gens qui ont vu cette pub, comment vous vous sentez par rapport à la marque? Mieux, moins bien, neutre? Les gens s'en foutent, enfin, à la limite, ils trouvent ça cool, ils trouvent ça marrant, ils ne le voient pas. Et moi, j'adore les silos. En fait, maintenant, c'est tout le temps marketing intégré, il faut un volet growth, un volet brand, un événementiel, mais qui soit bien cohérent. Et ça dilue un peu tout. Et je trouve que chez Wealthsimple, ce qu'on fait très bien, l'équipe de brand, moi, je leur dis pas ce qu'ils doivent faire. Je leur mets pas un CTA à la fin, une promo dans leur truc. Ils travaillent avec des documentaristes, avec des filmmakers de malades, des budgets. Je suis genre, les gars, genre 2 millions pour faire un truc de 30 secondes. Ouais, mais tu comprends pas, ça nous prend genre le photographe et tout. Ok, mais ils savent ce qu'ils font. Et nos pubs, elles sont incroyables, celles qui passent à la télévision. On est reconnus et les gens disent, la marque de Wealthsimple est une coche au-dessus de l'industrie. Et en growth, on fait pareil. C'est genre, ils viennent pas me dire, non, mais tu penses pas que on vise le maximum growth. On fait des concours et tout. Pour eux, c'est genre un concours d'iPhone. Je dis, ouais, mais laisse-moi faire mon boulot, fais ton boulot. Mais tu vois, donc, comme tu disais très bien avec les réflexions des clients, donc on est d'accord que dans des boîtes comme ça, le brand design, eux ont l'impression d'être ceux qui ont l'art et le bel truc, et vous êtes les... Ben nous, on est les kings. Exactement, les pirates. Et les vikings. Les vikings. Non, mais je veux dire, les kings du chiffre, quoi. Tu vois, on arrive, les résultats, 1 milliard, X millions et tout. Et eux, ils sont contents parce qu'ils gagnent des prix. Mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Tout à fait. Et si tu ne fais jamais de brand building, qui est sur un impact beaucoup plus long terme, oui, tu ne verras pas les chiffres tout de suite, mais... Enfin, c'est comme une institution financière, les gens ils veulent mettre leur life saving dedans. C'est pas un truc qui fait juste des concours d'iPhone qui va bâtir de la confiance. Donc chaque chose a son rôle. Et à partir du moment où on est le meilleur dans chaque, il y a beaucoup de respect. En fait, chacun se dit, ok, t'es fort dans ce que tu fais, toi aussi. Je n'ai pas besoin de chipoter et te dire m'immiscer dans ton travail. Mais tu vois, genre, dans la culture initiale, t'as un CMO qui chapeaute
le growth qui a son truc avec ses memes, etc. Et puis tu as un brand qui est... C'est la même personne qui chapeaute ça, c'est indépendant. Comment tu bâtis ces silos? Nous, c'est différent. Donc moi, je ne suis pas le boss de l'équipe éditoriale. Tu vois. Donc je m'occupe du growth. Et puis après, on a l'équipe éditoriale créative à côté. Ouais. On a eu une CMO à un moment donné. Pour l'instant, on n'en a pas. On rapporte chacun. Voilà, on a les sales à côté. On se parle beaucoup parce que moi, je travaille quand même avec les designers de cette équipe-là. Ouais. Et eux, ils disent, tu peux pousser mon truc sur Facebook? Bah oui, pas de problème. Combien tu veux? On s'en fait du awareness et tout. Voilà. Et on s'aide comme un peu comme un service. Ouais. Mais voilà, ouais. Et tu peux, on va parler du Covid qui est arrivé chez vous, mais avant ça, nous refaire quand même, parce qu'on a quand même devant nous quelqu'un qui a poussé des algorithmes dans le voyage, dans l'achat d'avion et tout. Il y a plein de croyances sur l'achat de billets d'avion. Ouais. J'ai essayé de te demander hier, ok, mais donc dis-nous un peu là-bas, c'est quoi le hack pour acheter son billet d'avion pas cher? Alors, désolé, le mardi, le jeudi, la nuit, les cookies, ça vous oubliez, c'est que des mythes. Par contre, le truc qui peut fonctionner, c'est quand vous voyagez soit en Asie, soit en Amérique latine, il y a des prix pour les touristes, pour les sites en anglais, ou quand vous bookez depuis la Belgique, et des prix parfois pour les locaux. Donc, un petit VPN parfois, je pense qu'en Colombie, au Brésil, vous allez avoir un prix d'avion différent. Par contre, parfois, ils demandent un petit document d'identité ou, pour prouver que vous êtes des locaux, ou de payer avec une carte de crédit du coin. Mais si vous cherchez un petit peu, il y a des workarounds. Donc, il y a moyen de trouver des bons billets d'avion comme ça. Trop Attends, bien. mais ça, c'est un truc de dingue parce que j'ai vu sur Twitter, sur X, un mec qui disait ouais, être life hack. Il disait j'ai pris un VPN indien et j'ai eu mon billet à je sais pas combien. Et j'étais là, bullshit, c'est pas possible. Et en fait, t'avais dans le thread plein de gens qui disaient mais c'est quoi cette connerie, je viens d'essayer. Ouais. Donc ça marche vraiment quoi. Ben, ça marche, mais comme par exemple au Brésil, ils vont te demander ton CPF, un truc comme ça. Donc là, tu sais pas, ou des cartes de crédit, mais tu peux en créer des virtuelles aussi maintenant. Et moi, comment je m'en suis rendu compte, c'est parce que nous, avec Hopper, on faisait plein de pubs en Colombie, par exemple. Ouais. Et on arrivait au numéro 1 du App Store, plus téléchargé de l'app de voyage, mais on ne vendait rien, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'inventaire local. On avait juste les grosses compagnies qui arrivaient, qui sortaient du pays. Donc là, on se dit, on fait un deal avec une petite compagnie aérienne locale. On se dit, super, là, on va cartonner, on va vendre des milliers de billets. On lance, on ne vend pas un billet, quoi. Bah oui, ils nous avaient donné la source d'intégration English, enfin américaine. Et les locaux arrivaient, ben non, mais c'est 2 fois moins cher sur le... Et le billet d'avion, c'est fou, mais 1 euro de différence, les gens, si tu as 2 sites, et un est 1 euro moins cher, il va avoir 90% des ventes, quoi. Okay. Les gens sont complètement indifférents de la plateforme de laquelle ils bookent, donc on était obsesse sur comment avoir le meilleur prix tout le temps, comment undercut un peu des fois, parce que tu n'as pas le droit, le prix qui est vendu face, sur quoi. la... Parce qu'on est d'accord que, en fait, moi, je pensais que la grosse question éthique, c'était après, avec le marketing et la politique. Mais en fait, tu as quand même travaillé pour la pire industrie du monde. Je pars en vacances 1 semaine et j'avais finalisé mon billet d'avion, mais je n'avais pas payé, tu vois, parce que j'avais encore des questions. J'ai payé le lendemain. Ils m'ont dit, ah, c'est plus possible. 500 balles de plus, j'ai payé mon truc. D'un mercredi soir à jeudi matin, dans l'app. Non, mais l'industrie aérienne, c'est une des pires industries. Une des industries où la qualité du service et du produit, c'est le plus dégradé. Je ne sais pas si vous voyez des fois des photos où Air Norvegia, dans les années je ne sais pas combien, il y a une dinde qui arrive sur le petit siège. Dans les livres d'histoire, il y a des photos de dindes. Et maintenant, c'est genre la course au prix. Ouais. Et donc après, il y a eu les algorithmes d'optimisation du revenu, qui sont les plus avancés, c'est dans cette industrie. Et justement, avec Hopper, à un moment donné, nous, on ne faisait pas beaucoup d'argent non plus parce qu'ils ne te donnent même pas de commission. Il y a des compagnies aériennes qui te font payer pour vendre leurs billets. Parce qu'ils savent, American Airlines ou autre, si tu n'as pas ça dans l'app, bah, ton app ne sert à rien. Et débrouille-toi pour faire de l'argent. Et on a utilisé cette espèce d'anxiété de genre, mon prix va monter, mais mes potes ne sont pas prêts. Oui. On a créé un produit qui s'appelait Price Freeze, où tu payais 5 euros, 10 euros, 50 euros parfois, et tu pouvais freezer ton prix pendant 24, 48 ou 7 jours, 48 heures. Et un truc intéressant, c'est que tu vois, tu veux lancer une feature comme ça, tu peux dire qu'est-ce qu'on fait, ok, on va analyser les prix et tout ça, et là ça va te prendre des mois, tu vas lancer, ça marche pas. Nous, ce qu'on a juste fait, on a décidé, ok, fais 5, 10, 20, 30 euros, 24, 48, 7 jours sur toutes les plus grosses routes, et des fois on se prenait des tôles où on perdait de l'argent, mais au final, voilà, on a ajusté après. Oui, et alors les gens disent, vous devez avoir des data science de malades et tout. Oui. Ça, c'est le mindset pirate qui revient, je trouve. Tu vois, c'est un peu tester des pubs. Et ce mindset pirate, donc
parfois, toi, tu vas tester, tu es en contact avec le CEO en direct, il va te dire, OK, je pense à une nouvelle business line, je pense à des nouveaux trucs. Il va te parler à toi pour un peu essayer de sentir le marché, tu vois, un peu comme les startups qui se lèvent, qui commencent, qui font une landing page, qui investissent un peu en Facebook pour voir comment ça mord. Dans des boîtes à l'échelle de Wealthsimple qui vaut 5, 7 milliards, ça plus ou moins. Ça se fait encore, ça, où il y a encore ce mindset startup là-dedans et on met des briefs comme ça. Et on sait que notre seul avantage concurrentiel à long terme, par rapport que ce soit à nos concurrents aux banques, mais aussi aux plus petites upstarts, c'est la vitesse d'exécution. Et on est obsédé avec la vitesse d'exécution tout le temps. C'est mieux, c'est plus important d'aller vite que d'avoir raison. Ça, et je dirais la densité de talent, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais on essaie de garder ce mindset où justement, comme tu dis, moi, mon CEO, il adore. On fait des petites sessions, il m'envoie des growth ID. Et autant mon premier CEO avec chez Hopper, c'était maximum local, pense à un truc complètement différent. Celui-ci, à chaque fois que je lui amène une idée, il dit ça c'est cool. Il me dit, mais Simon, what's the way more ambitious version of that idea? Je suis putain Mike, moi je pensais que j'avais tout donné. C'était mon best. Ou genre, what's the 10x version? Ouais. Et après, ben, il te le dit parce qu'après tu te l'appliques à toi-même. Dans l'équipe, on le fait. Et ben, parfois, non, ça c'est ridicule. Mais juste le fait de le dire et d'y penser, ton processus fait que, ben, en fait, tu vas dire, bah, en fait, la 2x, la 2 fois, est possible. Et ouais, ça. En fait, c'est celui qui dira la plus grosse connerie parfois. Ouais, mais si on commençait à construire un quartier et tu pars sur des tangentes comme ça t'ouvre un petit peu l'esprit. Et c'est un peu le truc de Steve Jobs, il dit les idées, elles sont super fragiles quand elles naissent et il faut les protéger un maximum. Donc toi, tu as envie de bâcher, de dire c'est pas le focus et tout. Il y a beaucoup de mindset comme ça ici où c'est dangereux d'avoir des nouvelles idées. Je pense que là, il faut les protéger. Je trouve ça dingue qu'il donne le mandat là-dessus. Ouais. Mais à l'inverse, tu vois, genre... Jeff Bezos, il était la semaine passée à Milan, il donnait une conférence tech et tout. Et ce qu'il expliquait, c'est que au début d'Amazon, avant qu'il fasse rentrer les gros seniors exécutifs, en gros, c'était une machine à idées, quoi. Et donc, il parle en paquet parce que, bon, Amazon, quoi. Il dit, j'avais des idées, je les passais. Et en fait, ce qu'il se rendait compte, c'est qu'en fait, il n'arrivait pas à avoir l'effet escompté parce qu'il les filtrait pas, quoi. Et donc, le gars, le senior exécutif qui est arrivé, il lui a dit, mec, tu dois canaliser tes idées en tant que CEO. Il n'y a pas que toi qui dois innover. Par contre, tu dois donner le drive pour innover. Et donc, retiens ces idées-là, drop-les par package, délivre, et c'était le clin d'œil à Amazon, quoi. Et après, en fait, c'est l'organisation qui doit venir avec des idées. Et donc, le senior exécutif, il l'avait poussé à faire ça. Ouais. Et puis, il avait transformé l'organisation pour faire venir des idées. Mais ce que je trouvais assez dingue, c'est que lui, du coup, il n'était pas frustré. Il disait, moi, j'avais mon backlog d'idées en tête. J'arrivais à prioriser celles qui étaient bonnes ou pas bonnes, et puis seulement il les distillait. Ouais. Et donc, je sais pas à quel point toi, tu es à l'aise avec Moi, j'ai un autre petit concept. Je suis un peu un idea guy, le gars chiant qui dit « Oh, on devrait faire une app là-dessus pendant la soirée. » Et donc, j'aime bien avoir des idées et tout ça. Mais évidemment, tu peux pas toutes les faire. Et parfois, quand tu deviens le chef de l'équipe ou que tu es en CEO, il faut faire attention à ce que tu dis parce que les gens, après, ils veulent absolument faire ton idée. Ouais. Mais parce que, voilà, pour te faire plaisir ou parce que c'est toi qui décides. Et maintenant, ce que je fais, quand j'ai une idée, je vais essayer de faire un petit business case d'une page ou 2 pages. Et en plus, avec ChatGPT et tout, maintenant, c'est trop bien parce que tu peux faire de la recherche, synthétiser, packager un truc très rapidement. Et je l'envoie à quelques personnes dans la boîte, en Google Doc, ouvert à tout le monde. Et en général, si j'entends parler de cette idée-là par quelqu'un d'autre à qui j'ai pas envoyé le document initial, je sais qu'il y a un petit peu de viralité dans le truc. Par exemple, ça va sortir bientôt, on va faire des pièces d'or Wealthsimple. C'est un peu l'or en ce moment. Et là, c'est trop bien, on a une plateforme d'investissement, la diversification dans l'or et tout, c'est pas mal. C'est genre l'antithèse du NFT et du Bitcoin, c'est physique, on va pouvoir le shipper, ça peut être viral si les gens font du unboxing et tout. Et je fais mon petit mémo, puis là, je sais pas, je dis drink de la boîte. On fait des pièces d'or, c'est trop bien. Je sais pas, non. Mais ok, let's go. Et ça, l'idée fait son chemin, puis il y a des idées qu'on prenne pas ou c'est trop compliqué. Ben là, ça veut dire que ça prendra peut-être pas non plus, quoi. Donc c'est propagation interne de mémo. Ça peut et ça c'est bien parce que c'est accessible à tout le monde. Moi je dis à mon équipe, vous avez une idée, faites un petit mémo d'une page,
déjà, si vous n'arrivez pas à la synthétiser en une page et la faire comprendre à vos collègues, c'est que ça ne fonctionnera pas. Tu devras faire l'exercice qui est de recherche, qui n'est pas juste « oh, je poste dans Slack pour avoir quelques emojis, j'ai ma dopamine » et puis voilà. Et puis, si c'est viral à l'intérieur de l'entreprise, c'est très démocratique et puis on peut travailler là-dessus, quoi. C'est dingue parce qu'on dirait quand il explique qu'on parle d'une petite start-up, c'est une boîte à 7 milliards qui est énorme, c'est un truc de dingue. On reste quand même, on est 1200. Après, il y a 600 staff techniques, ingénieurs, produits, etc. Donc après, c'est ça que les gens parfois ils disent OpenAI ou quoi. Là, les gars ils se plaignaient, on est une petite équipe, mais les gars vous avez levé 100 milliards, pourquoi vous êtes une petite équipe? On fait tellement de trucs qu'en fait chaque projet, donc nous l'équipe de growth elle n'est pas énorme nécessairement, puis les gens qui pensent stratégie c'est pas non plus les 1000 dans la boîte, quoi. Donc moi j'ai la sensation de petite boîte encore quand on travaille là-bas, quoi. Trop bien. Là, on a été, parce qu'évidemment, toute cette aventure est passionnante sur déjà la licorne d'après. Mais ce qui serait cool, c'est de revenir chez Hopper. Donc, évidemment, tout va bien. Vous êtes dans la vente de tickets d'avion. Ouais. Et puis un jour, il n'y a plus d'avion. Covid, ouais. Donc ça, c'était... Qu'est-ce que ça signifie pour vous, votre business et l'impact que tu t'es pris? Les revenus tombent à zéro du jour au lendemain. Oui. Les investisseurs ne veulent plus te donner d'argent parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Yes. Et alors, encore pire, imagine, tu es MediaMarkt et tu as fait des ventes toute l'année. Et ce jour-là, les gens qui ont acheté pendant toute l'année se pointent chez toi pour se faire rembourser. T'imagines? Donc là, non. Et nous, on doit couper la moitié des coûts. Ouais. Donc, c'était un moment super difficile où plein de gens qui méritaient leur place et tout, qui avaient travaillé comme des dingues pour arriver où on était là. Malheureusement, pour la survie de la boîte, on devait faire une grosse réduction d'effectifs et tu dois dealer avec toute cette merde qui, en fait, tu devras engager plus de monde. Donc, à ce moment-là, même, on a fermé les portes, on va dire. Désolé, on a fermé le guichet et on va vite créer des systèmes pour aider à l'automatisation du remboursement de tickets, du crédit de voyage, l'annulation et tout ça, qui aujourd'hui, en fait, sont super utiles dans le cadre de l'IA et de l'agentique qui développe. De mon côté, plus de marketing. Et on s'est concentré un peu sur comment aller chercher du revenu. Après, il faut dire que les ados, les jeunes aux États-Unis, ils allaient quand même tous en Floride très vite, très rapidement. Ouais. Et les billets n'étaient pas chers et les hôtels n'étaient pas chers. Donc, on a quand même fait pas mal de volume à partir d'un certain moment. Et puis, moi, à ce moment-là, ça faisait 4-5 ans que j'avais travaillé là. J'étais à la maison, j'avais plein de temps. Je voyais d'autres industries qui se développaient. Et je me suis dit, allez, c'est le moment pour essayer de partir mon petit business. Et là, j'ai lancé une petite agence de marketing, de growth, à 4. J'ai été chercher mon pote Damien, qui était avec moi depuis BuzzBot, depuis Hopper. Je dit, allez, viens, tu vas avec moi. Et puis une designeuse et une autre fille de marketing, Natacha, qui travaille maintenant avec moi. Ouais, c'est là qu'on a commencé à bosser ensemble. Et voilà, c'était super chouette parce qu'il y avait plein d'autres industries qui, elles, allaient très bien pendant le Covid. Et donc, de nouveau, je pouvais un peu trader cette expertise que j'avais acquise avec maintenant des nouveaux joueurs qui arrivent, qui lèvent, qui doivent déployer leur capital pour aller chercher de la croissance le plus vite possible. Et donc, ils ont besoin de gens qui ont cette expérience. Puis après, assez rapidement, après 3-4 mois, Wealthsimple est devenu mon client. Et ils ont, cette histoire-là était complètement folle aussi, mais... Donc, Wealthsimple, c'était un robot advisor avant, je sais pas si... un peu comme EasyVest ici à Bruxelles, qui est super. Vous donnez des conseils, quoi? Comment? De conseils de placement? Plutôt un portefeuille qui se rebalance automatiquement. Ouais, Tu vois, je veux un portefeuille de risque neuf. Si tes assets un peu risqués grossissent vite, ça le vend, ça rachète des assets non risqués pour garder ton risque à neuf. Et avant, c'est des humains qui faisaient ça. Là, la technologie, voilà, robot advisor, quelques-uns aux États-Unis qui fonctionnent, en Europe aussi. Puis là, ils se disent, mais attends, on va lancer quand même notre app de trading parce que, au final, oui, les gens, ils aiment quand même bien jouer un petit peu avec leur fun money pour acheter des actions. Et quand je les ai rejoints, ils avaient une app, mais qui n'était pas destinée au marketing de performance. Donc, ils dépensaient presque rien sur Facebook. Ils boostaient des articles de blog et tout ça parce que l'équipe de brand éditorial était déjà très forte. Et moi, je dis, mais attends, cette app-là, c'est parfait. Tu mets une pub, les gens cliquent, download, mettent 100 €. Ils achètent 2 actions, il n'y a pas de frais en plus. C'est la première $0 trading. Avant Robinhood et tout? Non, après Robinhood, première au Canada. Et on sent, mais de nouveau, ça marche là-bas, ça va marcher ici. Et ça marche en Europe.
Trade Republic, c'est top, mais c'est le même playbook, tout le monde fait le même. Hein. Ouais. Et là, nous, on arrive, je dis, ben, ça marche, quoi. Et on commence à ouvrir les vannes, on fait un peu nos mimads et tout ça. Eux sont genre, qu'est-ce qui se passe? Là, qui prennent Les des mimes à la dit, rescousse. c'est qui qu'on a engagé là et qui nous envoie des mimes partout? Ouais, et on est passé de 300 000 par mois à 12 millions par mois en 3 mois. En dépense, quoi. En dépenses. Et Yes. ça, c'est juste sur le Canada. Ouais, ça, Donc, c'est ta faute, quoi. En gros, ça veut dire que tu ouvres ton téléphone, tu peux pas ne pas voir. Yes. Et tout fonctionnait parce Ouais, que c'est la ça, demande quoi. est tellement forte. Et c'est le moment où tu dois la capturer parce que ça reviendra pas. Ouais. Et c'était le moment des meme stocks. Je vous souviens de GameStop. Ouais, Donc, ils voulaient tous acheter GameStop comme des malades. Ouais. AMC, nanana. Toi, évidemment, t'as vu ça. Moi, je me levais, j'avais 2 ordis comme ça, go, go, go. Un pour faire les pubs, l'autre pour les acheter. J'avais Natacha. Et Acheter avant de faire la c'était pub. non-stop, quoi. Et c'était le moment. Ouais. Et puis, et à ce moment-là, les développeurs me disaient arrête la pub parce que genre tout va péter, quoi. Là, On a trop de demandes, quoi. ouais, c'est ouais, ça. ouais. On a tu sais, il y avait trop d'utilisateurs en même temps dans l'application. Tous nos systèmes commençaient à briser. Le système de KYC, d'identification. Le et rêve, tout. le Ouais, rêve de exactement. tout marquer. Et moi, je suis genre, désolé, je suis physiquement incapable. Et je disais, ouais, on a diminué. Et puis avec le CEO, il est comme, écoute, est-ce qu'on presse pas? Ouais, t'inquiète, j'ai pas diminué. et puis après, ben, c'est encore un autre roller coaster où, évidemment, après 2022, le marché s'est calmé. On avait acquis plein de clients. Puis là, il n'y avait plus de demande. Parce que quand tu travailles dans le service financier, surtout dans l'investissement, si tu grandis par le bouche à oreille, donc là, quand ça monte en ce moment, regarde, j'ai acheté ça, tu le dis à tes potes et tout. Mais tu devrais tester cette app, j'ai perdu 5 000 € le mois dernier, Ouais. c'est génial. Vas-y. Ouais. Voilà, ça n'est ça. Ouais. Donc là, croissance, t'as beau faire autant de pubs que tu veux, ça fonctionnait plus. Et de nouveau, on s'est renouvelé un peu avec stratégie de incentive. Yes, mais donc la première, parce que c'est ça, vraiment, on va en parler parce que ça me fascine encore. Donc toi, à un moment, tu as compris que l'AirPod allait changer ton métier. Exact, oui, que en fait, je travaille pour Apple. Ouais, exactement. La meilleur blague à hack, l'interne, ça. c'est que je suis VP Growth chez Apple. Et donc, cette histoire-là est assez marrante. On est là, on n'a plus de demandes. De nouveau, les invests resserrent un peu la vis en 2022, si je ne me trompe pas. Et on est comme, OK, on va essayer d'être rentable. Quand même une bonne base, pas trop peur. On va lever un peu d'argent pour être passé à travers la petite correction financière. Mais là, le CEO il me dit, OK, mais maintenant, ton payback period, avant, était 24 mois, ça va, on a le temps. 12 mois et pas blended. Blended, ça veut dire que tu prends ton organique et ton paid. Je dépense 100 000, je fais 120 000. Mais est-ce que le 100 000 a vraiment généré le 120? Oui. Non, il y avait du organique. Oui. Là, c'est genre paid pour paid. Plus on serre la vis. Je dis, bah, OK, mais alors, on Ça marchera passe de plus, quoi, 12 là. millions à 0, quoi. Oui. Et on se dit, ben là, on a tous ces clients et on a un peu d'informations sur eux. On a 2-3 millions de clients au Canada. Et on voit, bah, ce mec a un compte 50 000 € ou dollars, 100 000 $ chez une autre banque. Et il avait juste mis 3 000 $ pour acheter des actions pendant le Covid ici, quoi. Donc, on l'appelle. Là, je me dis, OK, on va essayer de faire une stratégie plutôt que d'acquérir des clients, on va essayer de prendre les clients existants qui ramènent leur compte chez Wealthsimple. Ils ne le font pas. Pourquoi? Ben, il faut toujours parler à ses clients. Ça, c'est quand même une leçon qui est assez commune et très vraie. Donc, moi, je dis à mon équipe, OK, on commence à appeler des clients. Bonjour, monsieur, Wealthsimple. Oh, j'adore l'app, c'est trop bien et tout. Bah oui, vous avez des comptes ailleurs. Oui, oui, oui. Bah, pourquoi vous ne les ramenez pas? C'est moins cher et tout. Bah oui, mais faut que j'y aille. Je dois appeler mon gars, il va me dire de ne pas le faire. La banque, ils disent, bah, t'es fou, Wealthsimple, ils ne savent pas ce qu'ils font, il n'y a pas de truc. On dit, OK, bah... Donc, ils ne le font pas. Quoi. Mais y a pas là, on se dit, mais le produit est bon, mais il n'y a pas de carotte, pas de stick. Le stick, les frais, voilà, et oui, c'est trop cher, mais il s'en fout parce que son gars gère son argent. Et là, on lui dit, bah, est-ce que pour 100 $, 500 $, 1000 $, tu bouges ton compte? Ah, OK. Ouais, je fais. Et tu testes comme ça au tel. Ouais, on les teste, montants on fait plus- des offres à 10 personnes, à 100 personnes et tout. Puis là, on se dit, bah, ça commence à... Il y a un truc, tu vois, on monte une petite équipe de vente, on fait des petites offres par email. Puis là, je pense que... Je sais plus d'où venait l'inspiration, mais là, je dis, bah, est-ce que si on offrait des cadeaux, on pourrait pas réduire le coût? Parce que parfois, la perception de valeur d'un cadeau, parce que tu enlèves un peu le guilt d'acheter le cadeau. Si je te donne de l'argent, bah, tu le réinvestis direct, c'est pas marrant. Je te donne un cadeau, Ouais. tu t'es fait plaire sans le guilt, Ouais. sans la culpabilité d'avoir dépensé ton argent. Donc au téléphone, est-ce que pour un AirPod, vous ramenez l'argent?
Je dis, ah ouais, et là, on envoie à 100 personnes, 10 qu'ils font. Je dis, vas-y, envoie à 1000, 100 qu'ils font. Je dis, pousse 50, 100 000. Et là, tout le monde dans la boîte commence à avoir les trucs qui montent, quoi. Je dis, vas-y, fais des pubs Facebook. Et on prend l'image AirPods, transféré, c'était $40,000 pour une paire d'AirPods chez Wealthsimple. L'équipe de marque de nous. Ok, c'est une foot, genre. Et là, ça marche à mort, on arrête. On ramène plus de 300-400 millions ou 200-300 millions dans les comptes. Donc, ça, c'est pas de l'argent pour nous, hein, mais c'est de l'Assets Under Management chez Wealthsimple. Et on fait 3500 AirPods. Alors, première chose, c'est genre, OK, comment on va shipper 3500 AirPods? On va commander. Hein. Qui peut faire la file au magasin? Donc, on va sur Apple e-commerce, tu cliques 3500. Non, mais t'es limité à 10. Donc, je suis comme, OK, est-ce qu'on pourrait trouver 350 personnes qui commandent 10 AirPods? Finalement, notre fournisseur de IT, on l'appelle et dit 3500, OK, je vais essayer de m'arranger en plusieurs fois, envoyez-moi la liste. Ça nous prend 2 mois parce que les gens, c'est pas leur bonne adresse qu'ils ont mis. Enfin, on l'aurait jamais fait si on s'était dit, comment est-ce qu'on va shipper avant? Mais là, on se démerde, quoi. C'est une leçon de dingue, ça. Puis on envoie, et là, je reçois, je pense que c'est une autre employée qui me dit, hey, j'ai un pote qui travaille chez Apple Canada qui m'a demandé ton email. Oh my God. Et là, je reçois l'email. Faut absolument qu'on se parle. Ne vous inquiétez pas, les avocats ne seront pas là. Au premier. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, je suis comme, OK, donc on join l'appel, le petit sermon et tout. Moi, oui, c'est l'agence, c'était toujours l'agence. On pas l'agence. De gros, Apple, ils voulaient pas que leur marque soit utilisée. Ah non, t'as pas le droit en fait, de faire ça nécessairement. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, juste, oui, peut-être, si tu dis qu'Apple est de la... Tu vois, est mauvais. Pas mettre les mimes sur ce mais là, nous, c'était genre... les gars, on nous a vendu plein d'AirPods. Puis là, OK, non, ne faites plus jamais ça. Puis, vous avez fait combien d'AirPods, en fait? On a fait quand même 3500. Et là, je vois, c'était 2 mecs qui se regardent un peu comme ça dans ma tête. Ça, c'est dans ma tête, un peu sûrement. Mais... là, ils disent, écoute, on pourrait s'arranger... Si tu étais passé par nous, tu aurais fait 10 000. Non. Parce que c'est 2 sales guys qui râlent de ne pas avoir eu leur commission. Ouais, c'est ça. Et je fais quelques meetings avec eux. Bon, là, tu dois accepter que ça va aller plus lentement. Je leur dis, OK, moi, je veux bien travailler ensemble. Et je vais être votre plus gros fournisseur au Canada. Et ils se regardent un peu, mais moi, j'aime bien faire un bon pitch, quoi. Et je dis, on fait iPhone. Et ça sera 100 000 le minimum, quoi. Et du coup, quelques mois après, on lance la campagne transférer $100 000, gagner un iPhone. Et dans la boîte, ils me disent, mais Simon, genre 100 000 balles, le gars, pourquoi est-ce qu'il ne s'achèterait pas son iPhone? Il y a plein de gens qui ne comprennent pas vraiment ces pubs-là, mais nous, on est comme, non, il y a un truc. Et là, c'est parti en feu. On a fait plusieurs milliards de dépôts pour des iPhones. Incroyable. Et je suis genre, OK, mon métier maintenant, c'est genre je suis vendeur de téléphone. Je suis dans la téléphonie mobile. Et puis après, on a continué. Mais ce qui est dingue avec ça, parce que attends, le gros du morceau, on le garde pour un peu plus tard quand même. Mais donc, ce qui est fou, c'est qu'en effet, c'est dire que des gens qui ont des patrimoines considérables, en fait, tout le monde est toujours sensible au cadeau, quoi. C'est quand même aussi un peu ça, là. Il faut trouver le levier. Ouais, exactement. Mais il faut pas se dire directement, moi, je me dis, OK, un mec, pas moi, qui a 2 millions, tu vois, à placer, il va pas être sensible à ton iPhone. Il va dire, OK, c'est pas ça le levier. En fait, si. Ça marche, mais quoi. Moi, après, on avait, en fait, c'est contre-intuitif, mais plus les gens ont de l'argent, plus ils sont un peu chiants pour avoir leur cadeau. Hein. Des mecs qui placent 2-3 millions, qui appellent le CEO via quelqu'un qu'ils connaissent parce qu'ils n'ont pas eu leur AirPods. C'est vrai? C'était pas la bonne couleur. Et donc, on est comme ça. Donc, on a créé même une petite équipe juste d'exception. On met tout le temps 2-3%, 4% du budget en exceptions parce que inévitablement, tu as des gens qui râlent et moi, j'ai pas envie qu'ils partent. Donc, voilà, on fait plaisir. Mais oui, et puis c'est un peu des faux tabous, et ça, c'est super important aussi. On se met énormément de barrières mentales. Ça n'a jamais été fait. Une institution financière ne devrait pas faire ça. Et souvent, c'est risqué. Qu'est-ce que les gens vont penser? Il y a beaucoup de gens qui se disent, qu'est-ce que les autres founders vont penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser de ça? Et on s'empêche de tester des trucs. Il n'arrivera rien. Genre, ta boîte est trop petite. Et Wealthsimple est trop petit. Aujourd'hui, si on reste une boîte à 5-7 milliards et plus, ou là où on est, on n'aura servi à rien. On sera un blip, une petite
petit paragraphe dans l'histoire des institutions financières au Canada. On veut être 100 milliards, on veut être plus gros que les banques réunies ensemble, quoi. Donc, ça veut dire que on n'est pas attaché à nos acquis nécessairement. Et moi, je vois des gens qui ont quelques millions de revenus. Ah, mais nous, notre marque, c'est comme ça, on peut pas... Désolé, ta marque, personne ne la connaît, tout le monde s'en fout. Et non, mais nous, on fait que ces produits-là. Non, ce que tu fais, c'est de la croissance, tu fais un business, tu n'es pas que ce produit-là. Ce n'est pas ça ton rôle. Et il faut élargir un peu ses horizons. Et c'est ce que j'ai vu qui a fonctionné chez Hopper et chez Wealthsimple. C'est que chez Hopper, on donnait des flights. On va être connu pour les flights. Ben non, ajoute les hôtels, ajoute les voitures de location, etc. Crée des produits d'assurance, fait du B2B. Chez Wealthsimple, c'est robo-advisor. Acheter des stocks, c'est mal. Faut pas, en fait, on serait resté une petite boîte et maintenant, on a l'opportunité de vendre notre produit qui est le mieux pour nos clients, que tous les employés utilisent, qui est le portefeuille géré, ne va pas commencer à jouer en bourse. Oui. Mais tu fais ces produits que les gens veulent et tu les amènes à ça. Oui. Ce qui est dingue, c'est que je trouve que c'est vraiment le playbook d'innovation qu'on a du mal à avoir ici en Belgique, je pense, de cette manière. C'est t'as levé de la thune ou t'as un certain niveau de revenu, comme tu disais. Tu as ton produit, c'est ton produit, focus. Et en fait, on utilise le focus d'une mauvaise manière, tu vois. Ouais. Et je trouve que les boîtes américaines ou canadiennes ont vraiment son focus, mais sur la mission ou sur la vision plus large. Et donc, ça te permet de dire, je suis focus, je veux être le meilleur outil de gestion de patrimoine. On va prendre un Wealthsimple, je ne sais pas si c'est ça la mission forcément. Mais en fait, ça te donne un cadre de jeu qui est beaucoup plus large, qui garde le client au centre et qui te permet d'innover à fond. Et c'est important de garder le client au centre, tu te demandes. Et nous, à chaque fois, c'est pourquoi vous faites ça? Si notre client l'achète, si notre client le veut, c'est notre mission, c'est tout. Et si demain, moi, je veux faire de la téléphonie mobile parce que je trouve que l'expérience d'acheter... et on voit plein de fintech qui font maintenant des abonnements de téléphone parce que l'expérience est brisée et il y a une espèce d'oligopole qui fait que les prix sont trop élevés. On va offrir une expérience digitale super. Wealthsimple peut faire ça, pas de problème. Et les gens disent, alors, c'est quoi votre prochain produit? Est-ce que vous allez vous en lancer là-dedans? On va se lancer dans tout. Les pièces d'or, quoi. Ouais, les pièces d'or. Ouais. Yes, mais... Et sur ça, tu vois, qu'est-ce qui manque aux boîtes belges aujourd'hui dans le marketing et tout? Moi, je sais pas, mais je pense que les entrepreneurs belges, ils sont aussi créatifs, ils ont autant les crocs que les entrepreneurs américains, c'est les mêmes. La plus grosse différence, pour moi, c'est le capital risque. Et c'est ça un atout des États-Unis de dingue. C'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils adorent mettre quelques milliards chez des VC qui doivent déployer ça. Et c'est pas grave, on fait des bêtes et tout. Et par exemple, pour parler d'un sujet peut-être un peu touchy en Belgique, mais Cowboy vient de se planter un petit peu. J'entends vite des commentaires négatifs. Ouais, deuxième fois, nanana. Ouais. Mais en fait, s'ils avaient été aux États-Unis, quelqu'un aurait remis. Ouais. Il dit c'est pas grave, tu peux te planter 4 fois et continue, t'as foiré parce que t'as fait des mauvaises décisions. Mais ici, on est plus frileux, c'est plus difficile de lever de l'argent. Et voilà. Et un truc que je trouve qui est faux, parfois quand je parle avec des entrepreneurs, ouais, mais en Belgique, le marché n'est pas le même. Les gens, ils ne prendront pas l'iPhone, ils sont plus frileux, etc. Et ça, je pense que c'est une petite barrière mentale aussi. Le marché est le même. Oui, l'Américain était peut-être un petit peu plus... adepte de nouvelles technologies, je sais pas, ou d'acheter plus consommateur. Le Belge est peut-être plus frileux, mais pas tant que ça, et surtout chez les jeunes et tout, maintenant il y a quand même une uniformisation des habitudes de consommation. Donc ne pas se dire, ouais, mais en Belgique ça ne marcherait pas. Ça c'est peut-être la petite adaptation qu'un entrepreneur peut faire. Donc, c'est le mindset du coup, et penser big, penser différemment, quoi. Un peu pour en revenir à Apple, quoi, think different. Il y a le truc, tu vois, j'ai écouté un podcast de Frédéric Bius, qui a été le fondateur ou qui a racheté les marques Jean Sandro, Mage, et tout ce qu'on voit dans les rues commerçantes en France, les marques de fringues. Et il y a un truc qui m'a frappé et qui touche exactement à ce que tu dis, c'est qu'il dit en fait, les gens ils pensent géographie, ils pensent Belgique, France, et même en Belgique, Flandre, Wallonie, etc. Alors qu'en fait, lui, il vendait à qui? Il dit, je vends à la bourgeoise. Et la bourgeoise, qu'elle soit à Madrid, Bruxelles, New York, etc., en fait, elle a le même cadre, la même culture, elle mate les mêmes séries, elle s'habille de la même manière et tout. Et ça m'avait frappé que c'est vrai, on est en mode zone géo, on pense vraiment petit marché. Et dans ce que tu dis, c'est vrai qu'en fait, que tu achètes un produit, on regarde Revolut et tout, en fait, ta cible,
un hipster en fait de Los Angeles, c'est peut-être le même hipster que tu vois ici à Flagey. Tu vois, on casse un peu ces Après, croyances, et c'est sûr que c'est plus facile aux États-Unis, tu as tout de suite un marché qui a la même monnaie. Et je trouve qu'en Europe, la régulation, surtout en fintech, rend ça très difficile. Ouais, c'est clair. Mais il y a des marchés où ça n'existe pas et où parfois je vois des boîtes européennes qui font bien de l'autre côté parce qu'elles ont dû être multilingues dès le départ, multi-currency. Revolut fonctionne parce qu'en Europe, avant, tu ne savais pas dépenser avec ta carte ailleurs. Donc, tu prenais Revolut. Et au Canada, par exemple, on n'a pas tout le marché à la même monnaie. Et aux États-Unis. Et donc, Revolut, sa force, c'était d'être sur un marché un peu fragmenté et de se concentrer direct sur avoir une value propre qui était sur l'échange de devises. Yes, et donc tu disais évidemment le système belge, c'est différent. On a beaucoup plus d'argent qu'avant quand même pour soutenir les boîtes, mais est-ce que les gens vont oser les grands paris? Ça, je trouve ça qui est très intéressant. Tu vois, ici, on va très vite vouloir, c'est quoi ton MRR, c'est quoi ton RR. Il y a beaucoup plus d'argent qu'avant, ça, c'est sûr pour les startups. Mais est-ce qu'on est prêt à dire, personne ne va te dire, non, pense 10 fois ça. Non, on va pas dire, pense 10 fois ça. Et j'ai pas financé ça surtout, tu vois. Et c'est maintenant plein de gens qui le disent. Et le gars de 20VC, Aristotle, le disait cette semaine, je crois, il disait, en fait, quand tu finances trop peu, et qu'en fait, avec ça, les gars, ils peuvent faire que 3 mois de trajet ou 6 mois de trajet et pas assez. En fait, c'est ça le problème en Europe. Il y a maintenant de l'argent au début, mais il faut que les sites soient plus ambitieux pour que les gens puissent aller plus loin, plus vite et pas des petits trajets et après il faut rebridger et tu vois, ça c'était encore un truc où on était quoi. Parce que les gens ici ont l'ambition, quoi, ont la même ambition. Et chez Hopper, on a perdu de l'argent. Et c'est marrant, mais j'ai travaillé j'ai fait mon premier profit avec une entreprise l'année passée. Et j'ai dit, j'en serais pas fier quand même. Non, mais c'est ça, j'ai dit à Mike, je me sens vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu veux dire qu'on a. Je me casse. Et donc, ça fait 4 ans que je suis là. Ouais. Mais voilà, dans 2 ans, on aura dégagé en EBITDA tout ce qu'on a reçu en investissement. Mais c'est parce que quelqu'un a cru dans la boîte pendant assez longtemps. Chez Wealthsimple, c'est un gars qui s'appelle Desmarais, justement, qui a financé plein de boîtes. Non, je sais pas que c'était lui, la famille de Marais, qui est les copains, la famille frère chez nous. Ils ont holding ensemble et tout ça. Exactement. Donc c'est eux qui ont financé. Ils ont créé un petit VC arm qui a décidé d'investir. Mais souvent, ils te donnaient un gros chèque, ils prenaient beaucoup, mais alors ils te soutiennent pendant longtemps. Et sinon, Wealthsimple, je sais pas s'ils auraient tenu le coup. Ils ont commencé la première année, ils avaient déjà des pubs télé. Tu vois, c'était eux les premiers Belges dans Wealthsimple du coup. T'es arrivé avant. Les frères. Les frères. Ouais. Mais je sais pas si ils ont un holding commun, mais ils avaient aussi évidemment chacun leur investissement de leur côté. Mais il y avait un holding commun. C'est dingue. Et les investisseurs de Hopper, super soutien, quoi. Sans ça, on aurait fermé. Je pense que des personnes différentes auraient plié la boîte 2-3 fois, quoi. Depuis. Et maintenant, ils se réinventent tous les 2 ans et puis continuent à pivoter jusqu'à ce qu'un jour, voilà, ça fait quand même 600-700 millions de revenus, quoi. Pas si mal. Merde. Revenons à t'étais rentable de l'année passée, tu te sentais tout bizarre et donc tu t'es dit je suis pas à l'aise avec ça, c'est pas confortable, faut réinvestir. On va dépasser les iPhones et maintenant c'est quoi ton... On va te montrer la nouvelle idée ça, Thierry, c'est incroyable. qui est exécutée et tu vois, le dire ça va déjà te faire un arrêt cardiaque, mais je trouve que le voir c'est encore plus dingo. Mais voilà, mais toi tu peux commencer à nous pitcher puis à un moment le truc sera affiché, on va laisser... J'aime pas trop raconter quelque chose où j'ai pas encore eu les résultats, mais déjà après 3-4 jours je sais que ça va être bon, quoi. Yes. Mais donc voilà, on a cette espèce d'incentive stratégie, mais on essaie de trouver toujours le truc un peu plus fou. Et là, de nouveau, là, on écoute un podcast, on entend une boîte qui s'appelle Omaze au UK, qui est super intéressante. Je pense que si tu cliques sur la petite bannière qui est tout en haut, tu vas arriver sur la page. Et au début, ils créaient des packages de genre joue au basket avec LeBron James. Rencontre le cast de Game of Thrones et tout ça, et tu payes $5 pour ton billet de loterie. La moitié va à une charité, donc où tout va à une charité et ils prennent juste 10%, comme ça la célébrité donne son temps et tout. Puis là tout d'un coup ils se disent mais c'est quand même dur à trouver toujours une nouvelle célébrité, et ils sont tombés sur gagne une maison. Et là ça a explosé parce que il faut absolument écouter ce podcast.
le real estate, le contenu real estate, c'est énorme. C'est le seul contenu international, même plus que les cooking shows, que les shows de cuisine. Et les gens sont un peu obsédés tout le temps par voir les maisons. On est des créatures de maison, quoi. Ouais. Et donc, on écoute ça, on se dit, est-ce que ça marcherait, quoi? Enfin, est-ce que nous, on pourrait... Mais quel jeu incroyable. Donc, t'as écouté une idée comme ça et tu t'es dit, putain, on va faire gagner une maison. T'as écrit ton Google Doc, tu l'as écrit, t'as écrit ton business case. Exactement. Et là, je dois... Après, je vais présenter au C-level et tout. Avec le CEO, alors j'ai dit que c'était son idée, comme ça... C'était quand même son idée. Les autres n'osaient pas trop dire. Et voilà, les projets en cours pour l'app. Ah, aussi, on va faire un petit $1 million home giveaway. Et là, tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Mais maintenant, vu que j'ai gagné assez de crédibilité de mon truc, c'est bon, ok, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ouais. Et ça va être encore le truc, voilà. Et on a plein des mauvaises. Hein. Là, je vous donne évidemment. Ah, oui, voilà, c'est un peu le gars qui a... Mais non, 8 idées sur 10 ne fonctionnent pas. Yes. Donc, le concept, on a acheté une maison et que tu peux voir là. Elle est en plus vraiment canon. Hein, tu vois, c'est pas là. Attends, ce qui est incroyable, c'est que tu vois la maison de dingue, tu vois la home, et si tu descends un petit peu, tu vas voir. On l'a rénové en 3 semaines. On a acheté les meubles. C'est moi qui ai acheté les meubles. J'étais genre sur... on n'avait pas le temps, tu vois. Q3, magnifique. Ah, c'est pas de l'IA, ça. Donc, c'est une vraie maison, quoi. Ah oui, c'est une vraie maison qu'on a achetée. Et, oui, mais les meubles et tout aussi. Ouais. Il y a un mec qui était sur place pendant 3 semaines, coordonner tous les cours de métier parce qu'il fallait refaire un peu l'entrée et tout. Et on a fait l'américaine. Et donc, la manière de la gagner, c'est que tu réponds à une question, à un questionnaire sur ton home ownership. Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as des prêts et tout ça? Parce qu'on a un produit de prêt aussi. Donc, ça génère plein de leads. Et chaque dollar après que tu mets dans ton compte est une entrée pour gagner la maison. Donc, et là, tu as déjà 350 000 personnes qui ont... Ouais, on est à 300-400 000 déjà, ça fait que 3-4 jours. Personnes ou... Ouais, personnes qui ont participé. Qui mettent chacun... et qui ont répondu au formulaire. En dépôt, on est déjà à un demi-milliard. Donc la maison est déjà payée 3-4 fois, quoi. Mais ça qu'on veut entendre. Non, mais l'échelle des trucs, c'est un truc de dingue, quand même. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu as des gros budgets aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu dois tout le temps penser à ton retour marginal sur investissement. Donc là, on est dans plusieurs centaines de millions de budget. Bah, est-ce que le prochain 10 millions, tu le remets dans ce que tu faisais déjà, ou est-ce que tu fais 10 trucs un peu out there où il y en a un qui va marcher, où tu as une chance sur 10 de fonctionner, mais quand tu commences, tu ne peux pas te permettre de prendre ce genre de risque. Et donc là, on pense vraiment en portefeuille d'idées quasiment, où il y en a plein qui vont fail, c'est pas grave, ça va coûter de l'argent, ça va peut-être te faire un petit peu de backlash à droite à gauche, parce que là, légal m'a dit ne le fais pas, finance m'a dit t'es fou, customer support m'a dit tu vas jammer les lignes. Ouais. Et là, tu as tout le monde qui te dit t'es sûr, toi t'es là. Ouais. Bah, ok, mais moi non plus, j'ai pas envie de le faire. Enfin, relax, je vais chercher mon salaire, on grandit, c'est bien. Mais je sais pas, j'ai quand même la drogue, j'ai envie de voir si ça va marcher. Et on le fait. Et puis là, maintenant, tout le monde est trop content. Ah, l'année prochaine, on va en faire 10. Okay, attends, mais ça, pour moi, il y a plein de facettes là-dessus. Tu te forces. Est-ce que tu as un framework de se dire, ok, j'ai mon budget marketing 100 millions, quoi. Tu te dis, je mets 80% dans le corps et 20% en trip. Et du coup, en fait, quand tu es petit, tu as 100 000 de budget et c'est un mindset à avoir des petits. Et ça t'a suivi. Ou alors c'est maintenant, tu te dis, en fait... c'est sûr que c'est plus facile avec du budget, quoi. Mais je pense que après, au début, tu travailles avec ton temps. Donc, tu peux peut-être faire 80% de ton temps sur tes core channels, etc. et 20% sur des bets. Ou surtout maintenant, tu peux vibe coder une petite application. Tu peux lancer un nouveau service qui ne fonctionne pas. Mais le lien est brisé, mais tu vois combien de personnes ont cliqué en 2-3 jours avec ton équipe et voir si ça peut faire une différence. Donc, c'est important Et alors, ce qui est très important, c'est que ce projet-là, je l'ai pitché un peu à l'équipe de Créa. Il dit, Simon, l'année prochaine, on est occupé, on a notre plus gros événement dans 3 semaines, notre keynote et tout, mais on va devoir faire ça, penser la vision, la creative direction. Et nous, notre force dans l'équipe, c'est on est un peu les déménageurs. Quand on arrive, on se met 3 semaines pour faire un truc. Ouais, c'est ça. Et on le fait. Et donc, si tu arrives à couper tout ce qui est accessoire, aller à l'essentiel, en te disant, en fait, on peut le faire en 3 semaines, il n'y a rien qui nous empêche physiquement de le faire. Et après, même si, ok, on n'aura pas de photo, tu feras une photo avec ton iPhone, puis après, quand même un jour, on ajoute le photographe, on a comme ça, puis tu arrives à un résultat qui est en fait beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé à la base qu'on pouvait réaliser en un mois. Puis le concours dure 1 mois, donc là, tous les jours, on est encore en train,
ça pète un peu à droite à gauche. Ok, on n'avait pas fait le share ici, ajoute-le. Mais c'est de compresser au maximum tout le temps pour augmenter ta vélocité de shipping. Et plus tu fais de coups de batte, comme ils disent les Américains, plus tu as de chances de frapper un home run. Mais ce que je trouve dingue, c'est que même quand tu es petit, tu vois, moi je me suis retrouvé plein de fois, dans plein d'années, à me dire, tu parles du marginal return et tout, je sais là, en fait, tu commences ton année, tu dis je vais faire 80-20, je vais faire 80 sur le corps et puis 20 je vais expérimenter. Tu te retrouves vite fin d'année à te dire en fait j'ai mis tout sur le 80. Quoi. Ouais. Et le 20 c'est un peu du gras, tu sais. En fait, moi aussi, je suis le nez dans le guidon et donc là je suis trop content. On a trouvé une petite formule des iPhones, on a d'autres, juste des trucs simples, 1%, 2% match. Et voilà, on scale. Puis là c'est mon CEO qui dit quand même prends un pas en arrière et regarde, tu as un budget de 200-300 millions. Est-ce que si tu pouvais pas, un peu la même chose qu'on se faisait chez Hopper, si tu ne peux plus faire ça, qu'est-ce que tu pourrais faire avec autant d'argent et tu pourrais avoir peut-être aussi un impact. Peut-être que c'est mieux d'engager 100 personnes, de lancer un autre complètement nouveau service. Et là, ton investissement marketing c'est plus un investissement dans la croissance de l'entreprise où tu as d'autres options qui existent, qui est tu peux racheter une boîte, tu peux construire quelque chose, tu peux engager plein de monde, tu peux peut-être aussi prendre d'assaut tous les stades, les arénas au Québec, au Canada, mettre ton nom dessus. Oui. Est-ce que justement l'effet combiné de tout ça créerait un buzz tellement incroyable est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir une vingtaine de branches, hein, là on est digital, on arrive, on crée une petite expérience Lounge Café et voilà, ça te permet de réfléchir et tu dis peut-être pas avec tout, mais on peut prendre une portion de ce budget-là et prendre un risque. Parce qu'il faut retrouver, là on va plafonner, sinon je ne peux pas continuer juste à donner des cadeaux. À un moment donné, ta stratégie plafonne et donc tu dois retrouver l'autre. Moi, ça, c'était une idée. Et ça vient de toi ou tu parles de monter des ligues et tu vois, tu dis je suis en division 1 mais je pourrais encore monter plus haut. Tu vois la diff, c'est genre le CEO actuel de Wealthsimple qui te pousse à penser big comme ça, qui fait la différence. C'est un truc qui vient de toi. Comment tu te dis C'est une bonne dynamique, mais je trouve que les cofondateurs, souvent, c'est eux les animaux un peu bizarres dans une boîte. Hein. Ouais. C'est eux qui ont pris le risque, qui pendant des années ont grindé. Moi, après, je teste une idée, après 2 semaines, ça ne marche pas, j'abandonne quand même vite. Et donc, c'est souvent chez eux qu'ils ont une manière de penser différente du reste. Donc, c'est souvent eux qui sont source d'inspiration. Ou de nouveau des idées d'ailleurs. Ça, c'est une idée qui existe au UK. Ouais. On l'a dit, est-ce qu'on peut la faire sans que le billet soit payant pour la loterie? C'est pas une loterie. Attention, au régulateur, je le dis, c'est pas une loterie. Et tu peux, parce que là, évidemment, tu nous fais, soyons honnêtes, que rêver depuis le début, mais c'est facile avec tes budgets malades et tout. Ouais. Dis-nous un peu un gros fail, tu vois, un truc où jusqu'avant de cliquer, tu t'es dit putain, mais ça va être un carton de dingue, je mets ma réputation dessus, j'ai convaincu le marketing ne voulait pas le faire, j'ai convaincu les collègues ne voulaient pas le faire, et tout le monde dit que c'était une idée de merde. Tu sais quoi, en fait c'était une idée de merde. Il y en a plein, hein, mais souvent, je les oublie. Non, mais il y en a qui n'a pas marché du tout récemment, et puis en rétrospect, c'est logique. On a lancé les prêts, et les taux d'intérêt sont 3-4%, donc c'est quand même cher. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on ferait un prêt à 0%? Est-ce que, voilà, si on prêtait $600,000 pour acheter une maison, c'est des prêts de 5 ans au Canada et tu dois renouveler. Okay. Sur 5 ans, passer de 3% à 0% d'intérêt, ça nous coûterait autant. Je dis, en fait, ça peut être ça mon incentive. Dépose 1 million, on va s'adresser à des gens qui ont de l'argent et tu as un prêt à 0%. Donc au lieu d'un 3 iPhones, en fait. Oui. Et là, je me suis dit, si je peux avoir un headline avec le prêt à 0%, ça va. Pourquoi tu prendrais ton prêt ailleurs, quoi? C'est carrément. Et là, on travaille. Et ça, c'est des erreurs qu'on fait. Mais j'ai fait des modèles Excel de ce truc parce que l'équipe finance, c'était comme quoi? Évidemment. L'équipe légale dit on peut pas dire que c'est vraiment 0%. Ouais. Et donc là, ça a pris plusieurs mois. Et puis on lance et les gens comprenaient pas, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué. Déjà, rien qu'en vous l'expliquant, c'est un peu complexe. C'est pas vraiment 0%, on te rembourse tes intérêts, mais tu dois quand même les payer. Oui. Et puis, en général, au moment où tu achètes une maison, tu utilises ton capital. Donc, c'est pas à ce moment-là que tu as tellement de capital à transférer. Et en plus, si tu en as beaucoup, souvent, tu prends des prêts un peu bizarres parce que tu refinances une maison à 2 millions pour un petit château. Et on n'avait pas même pas ces produits-là pour toi parce que nous, on avait les prêts un peu standards, packagés. Oui. Et donc, ça a trop pas marché. Puis après 3 mois, on retire la plug.
Et puis un souvent, cimetière d'idées aussi comme ça où tu les oublies. et ce qui est un peu dur, c'est que parfois, on fait ça, puis après, merde, nous, on a vendu un truc sur 5 ans à cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on maintient le truc dans 6 mois? Tout le monde a oublié c'était quoi l'idée. Oui. Et s'il y a un bug, on ne sait plus vraiment soutenir. Donc souvent, ce qu'on fait, on dit, gardez le truc, quoi. Là, on a fait une autre idée avec des iPhones qui n'a pas marché. Je voulais faire une espèce de lease iPhone à $0 si tu mets ta paye chez nous. Mais tu n'es plus jamais propriétaire de l'iPhone, mais tu peux en commander un tous les 3 mois. Et tant que tu mets ta paye chez nous, je te efface ton lease. Et les gens étaient genre, non, je veux pas leaser mon téléphone, je préfère l'acheter. Je dis, mais c'est 0 et tout, mais ça résonnait pas. Ouais. Donc on en a shippé 100 comme ça, parce qu'on a envoyé d'abord à 1000, 100 l'ont pris. Hier, on a envoyé un email, good game, tu peux garder le phone, t'es plus obligé de faire ce qu'on avait dit, quoi. Trop bien. Et là, ils mettent sur Reddit, ils disent, trop bien. Et donc, tu vois, comment... tu vois, tu mets ton truc de maison, les gens s'inscrivent à fond, évidemment, t'arrives au boulot, vous êtes un peu le département king, quoi. Mais va avec ça, évidemment, parfois tu te plantes. Comment est-ce que quand même toi personnellement, vu que t'es drivé à ça, comme c'est un peu ça ta drogue, tu vois, c'est des trucs qui cartonnent, comment aussi toi tu gères le lendemain de revenir au boulot et t'as fait chier de la finance pendant 3 mois, le légal pour être sûr que machin, c'est le gros truc, tu vois, hein. C'est chaque fois un truc qui est lancé et tout. Comment ça se gère ça, l'échec pour toi et aussi comment c'est perçu dans... Ouais, c'est dur et j'ai remarqué, c'est un truc de dopamine, hein. Moi j'adore jouer, j'adore les jeux de société, j'adore gagner, quoi. Je suis un peu mauvais perdant. Ça on a bien compris. Et dans mon équipe, c'est ça aussi qu'on est. Après, toujours avec le maximum de fun, on se prend pas au sérieux. On soigne pas des enfants malades, on vend des comptes de banque, les gars. Enfin, relax, des fois qu'on est stressé. Et quand ça marche pas, on va pas voir les chiffres souvent. là, je rafraîchis toutes les 2 heures le dashboard. Non, mais tu vois, et quand on a des fucks un peu, où les clients nous tombent dessus parce qu'on a une grosse communauté sur Reddit, là, on avait une waitlist pour la carte de crédit. Et là, les gens la veulent vraiment, mais on peut pas la donner à tout le monde d'un coup pour plein de raisons. Et là, je me suis dit, on va créer une offre, dépose 25 000, tu peux skip the line. Et là, les gens pètent. Les gens font ça? Il y en a plein qui l'ont fait. Incroyable. Parfois, tu me dirais ça, je te dis, mais jamais. Je te dis, je parie ma maison à moi, je parie ma famille à moi, que jamais les gens vont mettre 25 000 d'épargne chez toi pour avoir une carte, être en avance une carte de crédit. Parce qu'ils la veulent tous, elle est en métal, noire, elle est trop belle. Oui, super, hein, ok, mec. 2% de cashback sur tout. Et après, parfois, c'est des gens qui allaient déjà le faire. Oui, tout à fait, d'accord. Mais les autres ont été furieux, quoi. Skip the line, je suis client depuis 8 ans. Ah oui, exactement. Et là, t'as un gros pour les nouveaux clients. Et je te jure que ce jour-là, c'est pas facile parce que toute la boîte, surtout les développeurs, ils vont tout le temps voir sur Reddit ce que les gens disent sur nous. Et là, fire this person, le département marketing. Ouais, tout le monde te l'envoie dans le Slack. Département marketing a pété un câble, ils savent pas ce qu'ils font. Ouais. Et t'as plein de haters. Et au début, c'est stressant, quoi. Mais je sais que j'ai toujours le backing des fondateurs. Continue bien jouer, tout ça, c'est très important. Je le fais moi-même dans mon équipe. Si quelqu'un a foiré, je dis, mais t'as pas fait ça, tu me l'avais pas dit que c'était comme ça quand même. Je vais pas lui mettre la pierre. C'est tout le temps de dire, c'est l'équipe, on l'a fait ensemble, on s'est planté, on le own. Et puis, d'un peu de genre, faut pas se, enfin, je sais pas, faut avoir les épaules quand même un peu solides. Mais voilà. Et ça, tu te les construis avec le temps ou c'est juste ta nature de, en fait, j'ai un don't give a fuck muscle et je le flex? Je pense que ça s'est construit avec le temps. Le pire truc que j'ai fait, et là on était en front page de Reddit mondial, c'est pour Shitty UI Design. En gros, avec Hopper, quand tu le téléchargeais, tu devais faire une recherche de billets d'avion et une fois qu'il y avait un price alert, un drop de prix, on t'envoie une notif. Là, il y a plein de gens qui téléchargeaient l'app, ils faisaient rien parce qu'ils n'avaient pas besoin de billets d'avion. Donc je me dis, je vais leur démontrer la valeur en leur envoyant une notification. Et alors j'envoie cette notif. Your flight to Hawaii just dropped to $250. C'est pas vrai, but this is the kind of notification you would get. Et là, et en plus, c'était quelques semaines après qu'il y avait une alerte nucléaire à Hawaï, ils avaient tous reçu des notifs. Et là, il y a un Reddit qui s'appelle Shitty UI Design, un truc comme ça. Et là, 13 000 upvotes et tout. Allez, là, tout le monde qui nous trash. Hashtag delete Hopper. Et là, bon, la réaction parfois, ils m'ont fait faire une petite excuse devant tout le monde, mais j'étais un peu... All hands, compagnie all hands. Ouais, je trouve ça, c'était pas top, mais... En général, après, tu te fais une petite carapace. Et si tu as assez de crédibilité,
Bah ouais, le gars, ça marche pas, mais enfin voilà, merde. T'étais content de partager l'autre truc Oui, bien sûr, évidemment, sur hein. Twitter. Mais humainement, c'est toujours plus facile quand ça marche, les gens Mais, en sont. mais maintenant, je ne vais pas lire, tu vois. On avait 3 threads de Reddit avec 400 messages sur le skip de line. Ouais. Si tu le lis, t'es stressé. Tu lis chaque message, tu reviens sur Slack, t'es genre, ça va pas du tout. Tu vois, on vient de couper le cashback sur notre petite carte non crédit, une prepaid, on avait 1%. L'économique, ça ne faisait pas de sens. Tu enlèves un bénéfice à tes utilisateurs, ouf, tu vas te prendre une baffe. Mais justement, ça, c'est de nouveau une barrière mentale que tu te mets sur Reddit. Allez, Wealthsimple, going down the drain, ça y est, ça devient la grosse banque, ils nous enlèvent les bénéfices et tout. Plein de gens qui sont comme ça, faut envoyer des coms, on le remet et tout. Souffler un coup, on souffle. La semaine d'après, l'usage de la carte est le même. C'est ça. Après, il faut prendre ton feedback utilisateur. Mais si tu surréagis au négatif, comme je disais tantôt, parfois les gens ont peur de ce que les autres vont penser. Et ils sont un peu trop précieux aussi par rapport au feedback négatif de l'utilisateur. C'est la vie, tu itères. Et les plus vocaux ne sont pas non plus... La plupart des gens s'en foutent. 1% des gens sont sur Reddit. Et nous, on est un peu une Reddit-led compagnie. On va tout le temps voir tous les jours ce que les gens ont mis. Quoi. Mais tu recherches des gens, du coup, dans ton équipe qui ont cette carapace aussi, dans le mindset de se dire, OK, on va être prêt à fail, on va être prêt à se faire bâcher, mais on va penser big aussi. Quoi. Oui, mais surtout, j'essaie de montrer l'exemple et de récompenser ce comportement. Quoi. Et c'est un peu... Je ne suis pas le manager de l'année. Moi, j'aime bien faire... J'aime bien montrer l'exemple, j'aime bien emmener les gens avec moi, s'amuser et tout. Je ne suis pas toujours les meilleures techniques. Et le truc que j'ai dégagé, c'est montre l'exemple et récompense les comportements que tu veux voir. Et c'est un peu encore les incentives. Et alors, ce comportement continue à survenir dans l'équipe. Quelqu'un a pris un risque, je partage, bravo, regardez ce qu'elle a fait, nanana. AirPod. Exact. Et quelqu'un s'est planté, je le mets aussi, bon coup, tu vois. Et ça, j'essaie de recréer ce... Et j'écris dans ça, we don't care about what Reddit says. Puis après, ceux dans mon équipe disent, si Simon dit ça, moi non plus alors. Donc tu essaies de montrer un peu l'exemple. C'est trop bien. On a... C'est tellement chouette ce que tu nous racontes. C'est que ce podcast va durer 2 jours. Et on a vraiment deux gros blocs à discuter qui vont, je suis sûr, être passionnants. Le premier, évidemment, c'est... et là, évidemment, vous êtes tous les deux les invités de l'émission concentrés là-dessus. C'est quoi le futur de votre métier? C'est quoi le futur? Tu vois, là, aujourd'hui, avec des équipes, est-ce que demain, il y a 100 agents? Raconte un peu ce qui va... déjà, ce que tu vis maintenant, la créa, tout ça, ça disparaît, tout est... Ouais, c'est difficile parce que ça change très rapidement. Ma vision de l'IA en ce moment dans notre métier, c'est que ça décuple tes capacités à faire des campagnes, à produire des trucs. Le idea guy ou girl, maintenant, elle peut prendre son idée, la faire et la shipper. Mais du coup, ça veut dire que ce qui est très important, ce qui est scarce, c'est l'attention de tes utilisateurs. Tu ne peux pas faire 300 campagnes. Donc, tu vas devoir en choisir 10. Et donc, priorisation super important. Et d'avoir des gens qui ont du goût, du taste, et qui ont l'intuition de ce qui va fonctionner. Donc, maintenant, c'est plus ce genre de skill set qu'on va rechercher que je suis très fort en SEO, je suis très fort en Facebook. Donc, voilà, capacité de production décuplée. Et un truc que nous, on fait, que le premier truc qui commence un peu à marcher, on a un agent de vente au téléphone IA. Et donc, les gens qui s'inscrivent pour nos promos, mais qui ne participent pas, par exemple, on va les appeler avec une IA et ça marche, quoi. Ça, c'est impressionnant. Ça bug pas et tout, ça fait vraiment presque... Tu ris ou tu es un peu genre hilar en écoutant le truc, pas pour se moquer, etc., mais tellement tu es ébloui par la technologie où une personne a une conversation de 15 minutes avec ton IA. Mais est-ce que vous avez ce compte-là? Mais moi, je suis chez la banque là-bas. Où est-ce que je trouve le numéro sur mon statement pour écrire ici? Dans le coin à gauche, regardez, nanana. Et puis, merci madame, super sympa. Et puis, en plus, tu as des gens qui commencent à comprendre, OK, c'est une IA. Et donc, ils adaptent leur diction. Ils promptent, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont compris. Ils promptent, exactement. Genre, OK, voici mon compte. 1, 2, tu vois, parce qu'à une personne, il l'aurait dit différemment. Ah, c'est ouf, ça. Et donc, au début, on se dit, il faut vraiment qu'on imite un humain et qu'on ne dise pas que c'est une IA. On dit que c'est un agent automatique parce que l'IA a parfois une réaction allergique. Mais là, maintenant, on dit que c'est une IA et ça marche encore mieux, quoi. Donc ça, le téléphone...
Mais là, ça va être un problème parce que si toutes les boîtes peuvent appeler tout le monde tout le temps. Ah oui. Il n'y a plus de limite Alors en on termes de répond plus au coût téléphone. aussi. Et je sais pas si vous avez vu maintenant Siri, le nouveau. C'est lui qui décroche, qui parle. Donc pas chez nous, nouveau, pas chez nous, mais tu peux pas en Europe. Il y a un hack pour ça. Tu vas dans tes paramètres, tu dis que tu es au UK ou aux US et tu arrives à le paramétrer avec le nouveau. C'est peut-être, désolé, c'est son short qui va gagner sur tous les autres de l'émission. C'est incroyable cette histoire. J'étais là trop jaloux qu'on n'ait pas ça. Ouais, parce qu'en effet, s'il n'y a pas de coût, s'il y a plus de coût, les sales, c'est terminé. Enfin, ça va être la folie donc ça, c'est un peu intéressant. Ok. Mais c'est intéressant. Donc toi, tu dis le futur de l'AI pour bosser avec les AI, c'est de devenir un peu un directeur artistique qui a à sa disposition des moyens de produire. J'ai besoin parce que l'IA te fait 10 images, là, tu dois quand même donner la direction artistique. Et c'est juste qu'après le travail d'artisanat d'un photoshoot, ça va changer beaucoup. Mais pour tous les créatifs qui aiment et qui peuvent produire, moi, je suis pas créa, mais j'ai des idées, mais je suis incapable de faire des trucs. Là, j'adore, je prends mon pied, je fais des chansons avec Eleven Labs. Et pour la première fois de ma vie, je peux faire une idée que j'avais, mais là, je sais pas jouer de guitare ou quoi, je sais pas la faire. Mais là, hop, tu peux faire. Il n'y a pas, tu vois, et tu l'as dit, je sais plus si dans l'émission qu'on l'a préparé, mais en disant, tu vois, si on fait des choses confortables par rapport parce qu'on croit qu'il faut faire des choses bien, on est une banque, on doit faire comme ça, alors en fait, on va pas assez loin. Tu disais que ton CEO se disait, ok, mais maintenant, fais l'idée fois 100. Donc, il y a quelqu'un comme toi, ce genre de profil, je veux dire, pas toi, hein, mais ce genre de profil, on va toujours pousser à dire voix plus grande, ça et tout, et quand il n'y a plus de limite pour les deepfakes, quand il n'y a plus de limite pour rien avec l'IA, moi, j'ai un peu peur quand même qu'un Simon Lejeune beaucoup moins bien intentionné, tu vois, où on leur dit chaque poussée, tu vois, toujours dire, mais voyez plus grand. Et maintenant, en fait, comme tu le dis, on peut faire des calls, on peut inventer des vidéos. Enfin, tu vois, Sora, tu nous montrais tes meilleures créations, Sora, qui étaient incroyables avant l'émission, tu vois. Tu te dis, mais moi, je flippe. Moi, je flippe surtout pour les gens, par rapport aux gens qui ont des mauvaises intentions. Alors, attention que tu vois, quand on fait du growth marketing aussi, le jugement est très important. Et moi, je fais parfois des trucs qui ont l'air débiles. Genre, on fait une loterie de maison. C'est mais pas une loterie. Si tu regardes la page, en fait, c'est quand même fait avec un certain style et goût, etc. Et on ne traverse pas la ligne. Il y a toujours une ligne du cringe, une ligne du tu vas trop loin. Et parfois, c'est ça qui fait la différence entre deux personnes ou deux employés. Il y en a qui ils voient bien la ligne, ils savent marcher dessus sans la dépasser, et il y en a qui ne la voient pas et tu es genre non, enfin, on ne peut pas faire ça. Je t'ai pas dit de briser les règles non plus, tu vois. Parce que donc, toi, tu es ce Simon Lejeune là, tu vois, tu es ce gars qui me paraît sympa depuis 2 heures, réfléchi, mesuré, qui est un peu dingo, dans un cadre. Mais il y a des gens qui sont dingo sans le cadre, et maintenant... on voit, hein, je ne sais pas si vous avez vu Clouli, la petite app de AI. C'est genre le vibe marketing comme des malades, ils s'enferment nuit et jour, des kids de 22, 23 ans, et ils achètent des billboards, ils font des trucs, ils font un faux site pour faire un fake de leur VC, enfin ils font tout le temps des stunts non-stop, et là les gens sont comme ok, mais ton produit c'est quoi, et pourtant on ne sait toujours pas le produit, et ils ont reçu A16Z, ils ont mis je sais pas combien de millions dans cette boîte. C'est un peu la late stage attention economy, genre, où le produit est le captage d'attention, quoi. Ils se disent ils vont faire un truc un jour, quoi. Ils ont, c'est un genre le petit interview codeur, cheat on everything, genre une espèce d'interface qui se met par-dessus tes calls, qui te donne des tips par rapport à ce que le personne te dit. Mais c'est pas un truc miraculeux non plus. C'est le meilleur marketing en produit, quoi. Exactement, c'est vrai, hein. Mais parfois, c'est bien, parce que ça te laisse le temps de tester plein de trucs. T'as la distribution, et puis après le premier truc qui pogne, ils disent au Québec, tu t'investis là-dedans. Mais donc justement, tu vois, désolé de te montrer du doigt à chaque fois, donc on a beaucoup parlé je fais la croissance d'un groupe où le budget marketing par an c'est 300 millions, ok, je suis une petite start-up qui commence, tu vois, il y a l'IA, qu'est-ce que toi tu ferais? Toi, c'est quoi tes conseils concrets? T'es dans le marketing, mais au début, quoi, tu vois, il n'y a pas encore produit market fit, il est pas encore, les VC sont pas encore là pour toi taper les millions. C'est quoi aujourd'hui? Tu veux tester ta marque, ton produit? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, il faut se dire que, ok, je suis dans le marketing, mais je ne suis pas un cost center, je suis un revenue center. Bien avoir ton pitch et ton growth model. Oui, tu vas dépenser de l'argent, mais tu dis voici comment je vais faire de l'argent. Et c'est comme ça que tu vas grandir ton budget au début. Je pense que je ferai comme tout le monde, hein. J'essaierai d'abord les canaux traditionnels qu'il faut essayer, les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup
la viralité sur les influenceurs, sur TikTok, grosse création de contenu AI, etc. Je testerai pas mal de trucs là-dedans. Et je pense que maintenant, on peut, en tant qu'un marketeur tout seul, on peut créer un petit site web, on peut créer un petit micro-site avec une campagne tout seul en faisant du vibe coding, avec des outils comme Replit, Lovable. Et je pense que je ferais des trucs comme ça si j'étais scrappy, pas de budget. Je ferais toutes mes ads avec, je deviendrais expert justement avec Google VO3, avec Sora, avec Midjourney, et développer mon département marketing avec ça. Après, une fois qu'on arrive à une certaine taille, ben, on peut se payer des photographes et des directeurs créatifs, etc. Mais ouais, la créativité, personne, ça coûte rien. Et tes premiers euros de dépenses marketing seraient dans une licence ChatGPT ou un truc similaire. C'est ça. Et après, moi, j'ai toujours dit, j'adore prendre de l'argent que je donnais à Facebook et à Google pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Ouais. Maintenant, je donne directement à mon utilisateur. Et donc, en général, quand je vais conseiller des startups, le premier truc que je dis, le produit, pour qu'il fonctionne, il doit avoir du bouche à oreille. Ouais. Sinon, continue à travailler sur ton produit. Tant que tu n'as pas de croissance un peu naturelle et organique, tu n'en auras pas avec une équipe marketing. Et deuxièmement, ensuite, le premier vecteur, c'est ajoute un peu de l'huile sur ce petit feu. Ouais. Donc, avec un programme de référal qui est costaud, qui est bien fait, ou que tu peux t'amuser un peu avec différentes rewards pour encourager ce word of mouth à devenir un peu plus viral. Donc, commence déjà avec ça. Et après, voilà, nous, en fait, 90% de notre budget marketing va dans la poche de nos clients. Ouais. Ça crée beaucoup de brand equity aussi. Enfin, les gens disent, je me suis refait tout mon truc Apple grâce à Wealthsimple. Non, mais tu dis en parles à leur pote. Qui vit dans sa maison $1 million dans la forêt et tout, qui, grâce à Wealthsimple, en fait, le mec, tu peux trouver un meilleur ambassadeur, je pense pas. Ouais, il a été cher à acheter. Enfin, non, pas non, parce que t'as déjà été remboursé 100 fois, mais en effet, lui va se dire, c'est incroyable, c'est le rêve d'une vie, tu vois. Mais et la maison, je l'ai pas dit, mais dans les camps. On a partagé cette info-là. Dans l'équipe, des gens demandaient, ça va, si elle pouvait participer. Tu vois, évidemment que tout le monde a envie, Canada, pas Canada, de participer. Tu vois, exactement. Le VPN pour le ticket brésilien. C'est ça. Moi, je suis pas de tabou. Enfin, c'est vrai que ça peut paraître un peu crasse, tu vois, mais si c'est fait avec goût et tout ça, en fait, tout le monde a du fun à participer. En fait, tu vois, je me dis, ça paraît un peu crasse, oui et non, mais derrière, il y a un truc plus fondamental, c'est que à l'époque des grosses levées, il y a encore beaucoup de levées, mais c'était marrant parce que il y avait des trucs sur Reddit ou sur Twitter où tu disais, regardez, cette boîte a levé 200 millions. Ouais. Il y avait un gars qui s'amusait à dessiner des flux financiers. En fait, tu vois que sur les 200 millions levés, il y avait peut-être 120 qui partaient sur Facebook. Ouais. Et donc, en fait, tu te dis, le plus gros client de Meta et de Google Ads, c'est les VC, quoi. Ouais. Et l'argent, limite, ils le font pas en direct parce qu'il y a un peu de fun. Pour moi, ici. C'est fini. Je pense pas qu'en 2025... il y a une boîte qui va se lancer et qui va créer sa croissance sur Facebook et Google. C'est des canaux où l'arbitrage, les coûts sont... Enfin, il y a une inflation énorme. Il y a encore des plays à faire avec des créatifs complètement sautés, AI, etc. Mais ça coûte trop cher, comme maintenant. Tout, Danone, sur Facebook. Donc, il y a au moins d'arbitrage dessus. Et une autre chose que je pense qui est très importante maintenant, de nouveau, l'économie de l'attention. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien faire des trucs un peu... style maison, pièces d'or, des iPhones, c'est que les gens parlent tout le temps de toi. Genre, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore? Et donc, je pense qu'on est une institution financière et on canalise 80% des conversations sur les finances, que ce soit en ligne ou que ce soit les gens entre eux, que ce soit sur YouTube. Et donc, peut-être que ça va nous rapporter moins qu'une grosse campagne sur les comptes pension, 1%, etc. Mais que maintenant, qui est moins excitante. Mais si tu fais un truc comme ça tous les 2-3 mois, un peu controversé, un peu bizarre, un peu pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, et que les gens parlent de toi, t'es dans la culture, quoi. Et ça, c'est super difficile, mais je pense que c'est super important. Mais c'est vrai que quand tu vois ton CEO, il disait, mais non, t'as un 12-month payback, en 12 mois, tu dois ramener le cash et tout, que sur le paid. Il scratchait tout l'aspect brand, etc. Et ici, tu disais, la maison, elle est déjà payée 4 fois ou 5 fois, je sais plus combien. Là, tu prends même pas en compte la brand equity et toute la marque que tu crées, l'aspect où tu deviens... Ah oui, toutes les data qu'on reçoit maintenant sur... on va pouvoir mieux vendre nos produits de près, etc. Mais je pense surtout pour les petites startups où tu n'as pas encore beaucoup de pression, de réputation, etc. Fais des trucs qui te rendent mal à l'aise. Et je dis souvent à mon équipe, amenez-moi des idées qui me mettent mal à l'aise.
Ce soit pas parce qu'elles sont malaisantes, mais parce que On préfère, oui, c'est ça, exactement. parce que c'est risqué. Ouais. Je dis, t'es sûr? Ouf. Et là, je trouve ça intéressant. Ou alors, ce qu'on aime bien dire, c'est si on a une idée, a bank would never do this, on est sur quelque chose, tu vois. Et quand t'es petit, tu peux faire des trucs un peu qui sortent du commun. Tout le monde, toute l'industrie sont obligés de parler de ce que t'as fait. Après, il ne faut pas que ce soit trop négatif, bien sûr, mais voilà, notre waitlist, par exemple, de carte de crédit, l'équipe de PR, c'était un peu un cauchemar. Moi, je dis, tout le monde parle de la carte de crédit depuis 3 mois. Ouais. Alors oui, il y en a qui ne sont pas contents et tout ça, tu ne veux pas avoir que des trucs de frustration, mais reste que on est sujet numéro 1. Personne d'autre parle d'une carte de crédit comme ça, quoi. Oui. Pour boucler sur le truc hier, moi, ce que je trouve assez dingue, c'est que quand tu as commencé à dire d'où viennent tes bonnes idées, que tes bonnes idées venaient de l'histoire et aussi de regarder ton feed, etc., c'est qu'en fait, ta réponse au final, et arrête-moi si je me trompe, mais c'est qu'en fait, pour toi, ça n'a pas vraiment de changement dans ton métier de marketeur, qui est en fait, le fond, il va toujours rester le même, c'est comprendre ton client, délivrer le bon message, aller à fond. Et l'IA, c'est juste un outil et que tu dois apprendre à canaliser, mais fondamentalement, tout ce qui est marketing, il va rester assez similaire. C'est ça. Après, je pense que ça va devenir quand même une nouvelle plateforme de distribution. Donc nous, on commence à penser, OK, on a web, desktop, quoi. On a mobile et on a IA. Donc on va développer une feature sûrement dans le futur. Par exemple, envoyer de l'argent par PayPal dans l'app. Tu vas pouvoir le faire sur web, sur mobile et le dire sûrement à notre IA. Ouais. Vous avez vu, je sais pas, c'est les apps. L'app, ça va être top, quoi. Ouais. Et au début, on n'était pas sûr, est-ce qu'on met l'IA dans notre app ou est-ce qu'on met notre app dans ChatGPT. Et après, tous les exemples qu'ils ont montrés, c'était travel et tout ça, finance. Est-ce que les gens vont dire... Mais moi, je pense que oui. Ils vont dire, achète 2 actions de Apple. Et en plus, c'est sécurisé chez toi. Si moi, j'ai confiance en toi, tu vas voir ta marque. Et donc, ChatGPT traite le truc, j'ai mis que c'est sécurisé, j'y vais. Je le fais. C'est pas une blague, hein, tu sais. T'as confiance en moi? Non, toi, non, certainement pas, mais Mais ouais, et ça va être pas mal parce que aussi ça va démocratiser le truc. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent acheter. Moi, je pense que le S&P 500, d'ici la fin de la semaine, va dépasser X. Maintenant, pour acheter cette idée-là, cet investissement-là, on parle de advanced traders un peu, de trouver, OK, je dois acheter une option, un call, un put, un machin, avec un limite machin. Moi, je sais pas du tout mon truc. Mais maintenant, si tu vas pouvoir le dire, il va exécuter ton trade. C'est quand même intéressant. Avant, des gros clients appelaient une grosse institution financière. Fais-moi un trade que Google va monter l'année prochaine, pendant que il va monter plus que Facebook. Même s'ils montent tous les deux, il te crée un dérivatif qui te vend avec une grosse commission. Mais là, chaque client va pouvoir avoir... Je sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Moi, je dis, mets ton argent dans un portefeuille. Ouais, explique tes idées de ouf. Mais ça va être intéressant. Comme surface de distribution, quoi. Trop bien. On va maintenant aller sur un sujet très, très différent. Qui est le marketing et la politique. Ton papa est en politique. À l'époque, tu l'as aidé quand c'était encore le début de Facebook, quand on pouvait choisir là où étaient qu'on voulait targeter cette rue-là, et tu as fait parler beaucoup plus ton papa que s'il avait été seul avec ses flyers et ses affiches, et ça a été remarqué au niveau national. Il a été élu parce qu'il est très très bien, évidemment d'abord, et parce que son fils est très très bien aussi et l'a aidé, on va dire ça. Là, maintenant, avec toute ta carrière que tu as fait, évidemment que ce parti-là t'a dit, écoute, aide-nous un peu pour la campagne. Et ce parti, justement, est un des gagnants des élections. Ouais. Et donc, raconte d'abord, c'était quoi ton job et ta strat pour que ça marche, quoi. Ouais, c'était un peu mon side project avec les engagés, pour ne pas les citer. Ok. Mais je savais pas s'il faisait exprès de pas le dire ou pas. Moi, je faisais exprès, je l'essayais de voir. Il n'y a pas de problème. Le suspense. Ok. Et donc, c'est ça. Des fêtes aux élections il y a à peu près 6 ans. Et là, Maxime Prévost, qui, à mon avis, ferait un super bon entrepreneur et fondateur, et notamment un excellent recruteur. C'est une des clés, si pas la principale, de leur réussite. Il regarde un peu sur la carte, il voit, OK, mais comment ça se fait qu'à Borin, c'est peut-être un des seuls endroits en Belgique, en Wallonie, où le CDH s'était maintenu. Et donc là, j'ai commencé à travailler pour eux. Ils ont voulu réinvestir dans leur opération digitale, restructurer presque comme une petite start-up dans leur bureau,
Et on a remarqué qu'on va investir dans Facebook. Ça se faisait beaucoup en Flandre. Et moi, je me suis trop amusé à travailler avec eux. Et j'aurais fait un setup de malade. En vrai, je dépensais des millions parfois d'un côté. Et là, j'avais évidemment quelques milliers d'euros, de beaucoup plus petits budgets. Oui. Mais le compte était plus sophistiqué, quoi. Chaque euro était bien dépensé dans chaque arrondissement. Les pages de tel député poussaient tel contenu. Et on avait le setup le plus sophistiqué, à mon avis, en Belgique. Et les engagés sont devenus numéro 1 sur Facebook, numéro 1 en investissement, mais aussi en termes de population touchée, etc. Tu as dit deux choses quand on a préparé l'émission. Un, c'est que parfois, il fallait mieux viser les endroits où ça pouvait se gagner un siège ou deux, parce que c'est là où tu pouvais... Parce que le digital ne fait pas tout, hein, évidemment. Et donc, tu pouvais faire l'impact. J'aimerais que tu reviennes là-dessus. Et... merde. Le 2, putain, je l'avais juste là en tête. Tac, tac, tac. Oui. Et tu as testé une idée de programme qui a tellement marché que c'est devenu un programme. Alors, c'est clair que, en fait, c'est très difficile de faire de la pub politique sur Facebook parce que le retour en persuasion sur investissement, c'est pas un métrique qui existe dans Facebook. Donc, il n'y a pas les ventes, etc. Tu choisis quelques proxys pour savoir est-ce que si j'ai beaucoup d'engagement, mais parfois l'engagement ne se traduit pas en vote. Mais ce qu'on a fait, on a investi aussi très intelligemment. C'était en équipe, où on est allé dans des communes ou dans des arrondissements où en Belgique, parfois 1 ou 2% font la différence parce que c'est là que tu vas chercher ton siège, c'est là que tu fais ta majorité, c'est là que tu te retrouves comme bourgmestre ou bien comme député ou comme dans le gouvernement. Donc, on était très stratégique géographiquement et puis avec le ciblage qui est relativement limité et les gens se font des films à la Cambridge Analytica. En fait, c'est beaucoup plus basique que ça. Tu targetes 18 et plus dans un arrondissement, c'est à peu près tout ce que tu sais faire. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est évidemment, on testait plein de contenus et quand il y avait un truc qui ressortait un peu plus, on mettait plus de budget dessus. Et le truc qui fonctionnait le plus sur Facebook, chaque fois qu'on le mettait, ça aspirait tout le budget, c'était la suppression des droits de succession, qui est maintenant été, je ne sais pas si elle est déjà votée, mais qui est au programme, en tout cas, du gouvernement de la région wallonne. Et vu qu'il y avait énormément d'engagement, c'était intéressant de voir qu'il y avait une dynamique aussi où les cadres du parti regardaient ce qui se passait, puis après commençaient à porter ces idées dans les médias traditionnels, dans le programme, et aujourd'hui, maintenant, dans le gouvernement. J'aime bien dire c'est un peu la première loi Facebook. Mais c'est comme une start-up, quoi. Tu vois, tu testes les features sur ta landing, tu vois où ton copie de ton ad, tu vois ce qui fonctionne, et puis tu t'adaptes et tout. C'est un truc de dingue. Mais donc, évidemment, c'est vraiment bien pour le parti là, parce que son parti concurrent a dit oui, mais comment ça fait que c'est pas nous qui sommes venus avec cette loi-là? Voilà, ça vient de là. L'autre côté, évidemment, c'est toute la question qui se pose à partir de quel moment c'est la manipulation démocratique. Toi, ça a été arrêté maintenant. C'est quoi, toi, ton moi, je trouve ça très dommage que maintenant, ça va s'arrêter parce que c'est un peu, je sais pas, c'est un peu une forme de censure démocratique. Alors, tous les gros partis sont contents, c'est normal parce qu'eux, ils se disent, comme ça, il n'y a plus de petits. Si c'était une petite liste communale qui veut se lancer, alors que le bourgmestre est en place depuis des années avec son équipe, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. Les endroits où les affiches sont interdites. C'est un peu limite, je trouve. Alors après, il y avait des dérives en termes de limitation. Pour moi, j'ai toujours milité, j'ai écrit des articles il y a longtemps là-dessus, sur le fait qu'on diminue, qu'on mette des plafonds, notamment qu'on allonge la période préélectorale, parce que maintenant, elle est seulement 18 mois ou 12 mois avant les élections, qu'on la mette depuis le départ, parce que les gens sont en campagne constante. Et l'autre problème, c'est que maintenant, pour faire distribuer ton contenu, tu vas juste te baser sur l'algorithme. Alors si tu es les engagés, le parti centriste, qui doit toujours ajouter oui, mais non, en plus, mais voici la nuance. Malheureusement, ça marche moins. Ça va favoriser les extrêmes, quoi. Ça renforce les contenus extrêmes et ça les pousse à faire des contenus plus extrêmes aussi. Et dans une société où on voit les gens de gauche trouvent que la droite c'est l'extrême droite, les gens de droite trouvent que la gauche c'est l'extrême gauche. Ils sont quand même, c'était pas le cas avant et je pense que ça fait partie de les réseaux sociaux ont un impact là-dessus, quoi. Mais payant aussi au final, parce que tu vois, on parle de payant droits de aussi, succession. Mais je pense que tu vois, oui, on allait pousser des contenus qui recevaient plus d'engagement, un peu plus, mais à la base, on voulait faire t'as des idées que tu veux faire passer, et donc, c'est ça, le programme est comme ça, et c'est ça qu'on pousse. On ne va pas juste faire des visuels de clown sur un autre politicien, parce que ça allait chercher plus d'engagement. Donc la pub nous permettait de corriger un peu, d'égaliser la portée de chaque idée, plutôt que maintenant ça va être les idées les plus clivantes qui vont recevoir plus d'attention. Ok, merci beaucoup pour cette incroyable rencontre. À fond.
Merci Nicolas d'avoir contacté Simon, d'avoir amené. T'es notre premier invité ever. Ouais, merci. Ça va être très dur pour les suivants. Ça, il faut le dire. Franchement, souvent pendant l'émission, j'étais là. Oh putain, qui on va inviter après? Ça va être, ça va être chaud. Ça va être très très bien. Merci beaucoup, évidemment. On tue sur LinkedIn Simon Lejeune. On va voir là-dessus. Si vous aimez l'émission, bah, évidemment, donnez-nous de la force sur nos réseaux. Mais je ne peux pas vous dire le nom parce qu'on n'a pas encore le nom. On est tellement là. La petite histoire, on a décidé du nom lundi quand on tournait l'émission. On a dû avancer l'émission. Mais vous nous trouvez en tout cas sur la chaîne YouTube. On va faire plein de TikTok, plein de shorts, parce qu'il y a des trucs vraiment incroyables qui sont dit que tu nous as partagé aujourd'hui. Vraiment, mille merci, Nicolas. Mille merci d'avoir accepté, quoi. Aussi, tout ça. Accueillir aussi, on est chez toi. Ouais, merci. C'est super chouette. Super fun à faire. Trop bien, c'est le début, j'espère, d'une très longue série. Merci Nico d'avoir accepté ce petit pari. On en a parlé il y a pas si longtemps que ça, quelques semaines. Et puis voilà, on le fait maintenant et j'ai vraiment kiffé ma life. Moi aussi. On a rempli les cartes SD. On a rempli les cartes SD. Donc on arrête de parler. Exactement. Et par contre, prochaine émission, à chaque mot anglais que tu dis, il y a une amende. J'allais te demander après le feedback. En plus, moi, c'est pas mal non plus parce qu'avec le Canada, on va passer pour des clowns un peu. Nickel. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À bientôt. Salut, au revoir. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous soutenir sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est hyper important. Au début, donc un 5 étoiles, vraiment, ça change notre vie. Merci encore Yago d'avoir été le sponsor de ce premier épisode. Merci beaucoup la team. Et merci aussi à Media Marketing, qui est notre partenaire média du projet, qui va relayer. Vous pouvez retrouver cette vidéo et un article de contexte sur mediamarketing.be. À bientôt.